Et c'est parti pour un petit live. Un petit live des familles, une petite revue de presse, les amis. Ça devrait partir. Ouais, ça a l'air. Ça adhère, ça a l'air. Alors, on va procéder au réglage. En attendant votre venue. Alors. Et voilà, ça c'est fait. Ceci aussi. Ah, vous êtes déjà 20. Je lis pas vos commentaires là. Parce que je les ai toujours pas. Ah, ils arrivent d'un coup les commentaires, par paquet de 20. Ben, on va prendre le temps de vous saluer déjà. Ben, salut Raymond. Non, je m'appelle pas Aziz. Salut Rémi. Salut Rimka. Salut Lars Saïd. Salut, j'espère que je prononce bien ton nom, que je l'écorche pas, ou ton pseudo. J'attends le moment, Quasimodo, Mo, Rémi encore, El Locas. Ah, comment tu vas, El Locas? J'espère que tu vas bien. J'espère que toi, Tuga et que le magenta va bien surtout. Salut David, j'espère que tu vas bien aussi. Salut Michael, Liberta, salut Micha, salut Greg, merci pour le son. Salut Rob, salut Albert, salut Cactus. Salut Bruno, salut Francky, salut, content de vous lire aussi. Benjamin, Gaulois, Franck, Yves, Rob, Sankoukaï, Marge, Riri, Loulou, il est où Fifi? Libertalian, SDF Proprio, voilà. Mais les amis, un petit live. Je devais faire un live avec vous samedi, puis après je devais le faire dimanche. Et puis bon, avec le beau temps, c'est pas qu'alors j'ai souhaité un joyeux. Non, c'est con de dire ça. J'ai souhaité un bon Ramadan aux musulmans. Hein, c'est le Ramadan en ce moment, donc bon Ramadan aux musulmans. Et je souhaite une excellente fête de Pâques. C'est le lundi de Pâques aux chrétiens. Voilà, ne pas oublier aussi ces fêtes qui sont pleines de spiritualité. Hein, c'est pas des fêtes commerciales, c'est des fêtes justement où il y a de l'esprit, où il y a de la réflexion, où il y a peut-être pas pour tout le monde. Hein, on est d'accord. Hein, je ne vais pas vous dresser un portrait idyllique, mais des fêtes importantes parce que c'est des fêtes liées à des civilisations, c'est lié à des cultures. C'est du vrai là, tu vois. Si tu veux, ouais, c'est du bois massif là. C'est pas Halloween. C'est pas des fêtes où faites prétexte pour te faire acheter des trucs et puis finalement tu consommes. C'est tout ce que tu fais. Voilà. Donc, bonne fête de Pâques aux chrétiens, bon ramadan pour les musulmans. J'espère que ça se passera bien et vite pour vous, hein, parce que c'est quand même, voilà, faut le faire quand même, le ramadan, mais c'est quelque chose d'important. Vous en prendrez conscience plus tard. Les amis, donc voilà, donc j'ai pris le temps, je suis désolé, je n'ai pas fait de live ce week-end. J'avais pas envie, j'étais bien, j'avais autre chose à faire, donc voilà. On se fait une petite revue de presse là. On fera monter les gens, vous inquiétez pas, on fera monter les gens mardi, mercredi, enfin peut-être pas demain, mais mercredi. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que même si l'actualité donne l'impression, je l'ai dit l'autre fois, mais je le redis encore, même si l'actualité donne l'impression de s'agiter, elle avance pas. Moi, les présidentielles ne m'inspirent pas. Hein. Voilà, on se fait avoir encore une fois, on a compris. Si, ce qu'on doit retenir des présidentielles et de 5 années de l'autre connard, là, hein, j'ai même pas envie de le citer, excusez-moi d'être vulgaire, mais enfin, j'ai du mal à le citer. Ce qu'il faut retenir, c'est simple, hein, finalement. Nous sommes minoritaires, les gens veulent vivre dans la société qu'on leur propose, à condition qu'ils aient un filet de sécurité. Ils sont prêts à suivre des gens qui leur proposent un projet de vie. Nous, ce projet de vie, on s'en défie, mais on est minoritaire. On ne fera pas bouger la population. Voilà. C'est les nouveaux corollaires. Si on continue là depuis, et d'ailleurs ces corollaires-là, ces constats, et les corollaires à tout ça, pardon, on l'a fait depuis longtemps. Donc ce serait bien de partir sur autre chose maintenant. Voilà, on est minoritaire, les gens veulent de ce qu'on leur propose, les gens acceptent ce qu'on leur fait. Et on va assister encore à une caricature de second tour avec une femme qui n'a aucune chance d'être élue. On lui fait croire que si. Et on alimente un faux suspense. Et une espèce d'escroc qui est en train de dépouiller le pays. Mais bon, la population le veut. C'est ça la démocratie. Hein. La démocratie, c'est la majorité d'une population qui décide. Ils ont décidé. Voilà.
Deuxième chose, il serait dangereux de penser que nous sommes les éveillés et eux, c'est les moutons. On est tous des moutons. On est tous des gros blaireaux. Moi, le premier. Je me fous un peu de ma gueule en mettant l'image du mec qui a tout compris, tu sais, qui a une tête d'abruti. Là. Vous voyez mon avatar. C'est pour me foutre de ma gueule aussi. De temps en temps, c'est bien de redescendre sur Terre, se dire que il n'y a pas de. Ils sont bêtes, on est intelligents. On est des gros cons, nous. Hein. Il faut comprendre ce qu'est la foule, ce qu'est un élément de la foule. Et cet élément de foule, quand tu le prends à part, voilà, moi, les gens que je rencontre, ils en ont rien à foutre de la géopolitique. Ils ne font pas les analyses que nous faisons, mais ils sont pas, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus bêtes que moi. Et je tombe aussi sur des pointures. Sinon, ça serait simple. Notre leader, ça serait Cédric Villani si on était aussi intelligent que ça et si les gens intelligents se réveillent et pas les autres. On assiste à quelque chose qui relève de l'hypnose, qui relève, à mon sens, de tout sauf du QI. Donc là, encore une fois, voilà, quelqu'un qui gobe la propagande du gouvernement, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion. C'est pas quelqu'un qui est stupide ou qui n'est plus intelligent. Il faut juger avec les bons trucs. Ça, c'était pour les présidentielles. Et pour la guerre en Russie, ben, c'est le festival Beni Hill, les gars. Donc, je vous laisse savourer. Voilà, on a maintenant des navires amirals sans protection. Je suis désolé hein, pour ceux qui continuent à penser que c'est des fakes, mais même les Russes confirment. Et ils sont malins, les Russes. Ils te disent non, non, mais on a eu un incendie sur le bateau et il a coulé. Ouais, mais dis-nous ce qui s'est passé avant l'incendie. Avant l'incendie, tu as 2 missiles qui n'auraient jamais dû couler un bateau de cette importance, qui ont tapé sur le pont, ils ont tapé sur tes missiles. En plus, tu nous dis que ton croiseur, c'est un croiseur lance-missile, que c'est normal qu'il se fasse taper. Non, mais tu te prends pour des cons, quoi. C'est un vieux croiseur. Pourquoi il est le navire amiral de la flotte de la mer Noire? Il n'y a pas de vieux bateau. Il n'y a pas de vieux bateau. Un vieux bateau, tu lui changes la coque par morceaux. Ce que tu regardes sur un bateau, c'est ce que tu regardes sur un avion. C'est l'électronique, l'armement, et c'est là où tu peux décider si effectivement c'est un armement désuet ou pas. Là, le Moscova, je suis désolé, il a un système, il a des systèmes anti-aériens, mais surtout, il est tout seul. Donc, moi, ce que j'ai appris là, je n'ai pas eu le temps de le vérifier, c'est que, parce que c'est tellement facile, tu constates des trucs et puis ce sont des trucs qui se réalisent réellement et tu t'aperçois qu'en fait, il faut avoir une lecture premier degré de ce conflit. Comment il s'appelle cet amiral? Balèze, hein, le mec. L'amiral Igor Ossipov, c'est le commandant de la mer Noire. Ben, apparemment, il aurait été arrêté. Ben, ils aimeraient savoir pourquoi le navire amiral n'est pas lui-même doté d'une couverture aérienne suffisante et donc d'autres bateaux. Non, mais c'est comme si tu te balades avec le Charles de Gaulle ou parce que c'est ça, un navire amiral. Ça peut être un porte-avions. C'est comme si tu te baladais avec le Charles de Gaulle et puis tout seul. Tu sais, il se balade comme ça tout seul. Je veux dire, ça s'est jamais vu. On assiste à l'incompétence, mais terrible. Et en plus, c'est confirmé par Moscou qui arrête ces gens, qui te dit la réalité. Au moins là-dessus, tu vois, ils pipotent pas. Ils devraient faire comme les Américains et cacher leur échec. On nous parle, pour le Moscova, on nous parle de 2 missiles Neptune, on nous parle d'une désignation faite par Bayraktar. Non, 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 non. Est-ce que ça ne serait pas une action de l'OTAN? Je ne sais pas, hein, je balance. Il n'y a rien qui. Moi, je pense que c'est des missiles Neptune. Je pense qu'ils sont tombés là où il ne fallait pas sur le bateau. Ils ont touché les missiles qu'envoient les Russes. Ça doit être des calibres. Même s'ils enlèvent les ogives, ils ne les mettent pas, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Je pense qu'elles les avaient. Ben, il y a quand même du liquide, il y a de la poudre, il y a du combustible pour faire avancer le missile. Et c'est ça qui a fait que le bateau a coulé. Mais de toute manière, comme je le dis sur la vidéo Patreon que j'ai posée hier, ce qu'il faut retenir, c'est le symbole. Le symbole. Que ce soit les Russes qui s'autocoulent leur bateau, ou que ce soit l'OTAN, ou que ce soit l'Ukraine, c'est le symbole. Et la deuxième chose à retenir, c'est que tu as l'impression que l'état-major russe, enfin, plus maintenant, puisqu'ils ont mis quelqu'un qui m'a l'air d'être assez compétent, mais ceux qui dirigent sous-estiment totalement la situation. Tu es en train d'affronter l'OTAN, mec. Ton bateau, il se balade tout seul en mer Noire, alors qu'il y a l'ISR de l'OTAN, intelligence, surveillance, reconnaissance, une veille 24/24 sur tout ce que tu fais. Ton bateau, à un moment donné, il fallait t'attendre à ce qu'il y ait une opération ukrainienne. Ils ont des batteries côtières, tu le sais, puisque tu n'avances pas vers Odessa. Il y a des trucs, les bras m'en tombent. Je ne le dis pas méchamment, hein, je ne le dis pas, je ne suis pas là en train d'accabler les Russes ou pas les Russes, puisque en même temps que je relève leur incompétence, je suis désolé, c'est de l'incompétence, c'est tout. Voilà, pour une armée de ce calibre, voilà. Mais en même temps, je précise bien qu'ils n'affrontent pas l'Ukraine. Tu es en train d'affronter l'OTAN, mec. Tu le sais.
Alors mets-toi à niveau. Arrête de jouer comme si tu faisais une opération coloniale et que c'est facile. Parce que là, on a tous les signes de l'incompétence totale. Les gars, ils balancent des. Ils sont 4, ils attaquent sur 5 axes. Tu as 3 chefs différents. Les mecs, ils sont partis, ils n'ont même pas pris leur polochon, leur sac de coucher. Je veux dire, depuis. Ouh là là, je ne sais pas comment ça va se finir, cette histoire. Mal, je pense, parce que de toute manière, plus la Russie est, entre guillemets, humiliée, plus elle va répondre fortement, et de plus en plus fortement. Là, je peux te dire que si tu es civil dans l'est de l'Ukraine, fais attention à toi. Hein. Si tu es sur Mariupol, prépare le masque à gaz, hein, parce qu'il va y avoir du gazage pour dératiser un petit peu, surtout à Vostal là-bas. Mais là, ce qu'on voit, en tout cas, étonne beaucoup, défavorablement. Et nous amène à nous interroger, encore une fois, sur tous ceux qui nous ont vendus, parce que ce n'est pas les Russes que j'accable. Moi, j'accable pas les Russes. J'en veux surtout à la propagande de merde qui, pendant des années, nous a fait croire des conneries, alors que les mecs ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Il y avait des putains de lacunes. Voilà, il faut que je me calme, mais tous ces sites à la con qui te racontent de la merde, et à la fin, tu t'aperçois qu'ils ne racontent pas la réalité. Voilà. Moi, il y a 2 ans, je m'en suis pris à Cossette parce que c'était exactement la même chose, mais les sites que je vois là, ils font ce que faisait Cossette. Ils te racontent une histoire qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Même les Russes ne cachent pas qu'ils ont des soucis. Voilà, ça, c'est les seuls sujets, malheureusement, qu'on peut aborder. Donc, plutôt que de les traiter, que de les avoir traités samedi et dimanche, on va les traiter mercredi, on aura plus de choses à dire. Alors Cactus, voilà, je vais démarrer de ton message, à partir de ton message. Plus le temps passe et plus j'hallucine sur le niveau de l'armée russe. Mais moi j'avais des doutes sur, mais pas à ce niveau-là. Hein, toi qui est militaire, tu connais la chose militaire. Je veux dire, tu as vu ça un peu? Tu as vu leur section? Ils ont des sections, ils sont 23 dans la section. Ils doivent avoir 2 sous-offs débordés qui viennent de sortir de l'école, un lieutenant complètement paumé, et ils ont une section, tu tues 4 hommes, il n'y a plus de section, parce qu'elle ne peut plus opérer. Ernesto, le légionnaire français qui combat en Ukraine, je le suis. Non, 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 je ne suis pas la guerre de cette manière-là, en fait. Non. J'essaye au contraire, Mehdi, de me divertir un maximum, parce que c'est très anxiogène, en fait. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est pour ça que quand je vous annonce un live et que vous voyez que je ne le fais pas, ben, je me remets au contact de la réalité, c'est-à-dire de ma réalité proche, Marseille. Là, il fait beau, c'est sympa, les gens commencent à sortir le soir. Plus c'est Ramadan, donc dans la ville, le soir, c'est assez agité, c'est bien. Il y a de la vie, tout ça. Voilà, non, parce que c'est très anxiogène, parce que indépendamment de nos lives, indépendamment de ce que nous faisons, derrière, il y a des gens qui meurent, qui souffrent, quel qu'il soit, quel que soit leur camp, quoi. Il y a de la mort, il y a de la merde, il y a du sang, il y a des gens qui pleurent. Donc, au bout d'un moment, ça finit par affecter tout le monde. Hein. Faut pas croire, hein, on s'intéresse aux guerres, on s'intéresse à la chose militaire, mais on n'aime pas la guerre. Les gens qui s'intéressent et qui connaissent un petit peu, comme moi, ou beaucoup, comme ceux qui ont exercé dans des unités combattantes, n'aiment pas la guerre. La guerre, c'est les connards qui la veulent. C'est les crétins. Personne ne l'aime. Donc, au bout d'un moment, ça nous affecte un peu, tu vois, de voir des gens crever pour rien. Parce que là, tu te dis que tu as des jeunes Russes et des jeunes Ukrainiens, mais là, je vais évoquer l'armée russe surtout, des jeunes Russes qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent commandés par des putains de tocards qui vont les envoyer à la mort gratuitement. C'est pour ça que les mecs, ils désertent. C'est pas qui. Il y a plusieurs types de désertion. Tu as le type qui déserte parce qu'il panique, il a peur, il se chie dessus au combat. Rigolez pas, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Hein, et je vous promets, ça peut arriver au plus courageux d'entre vous. Et puis tu as celui qui part parce que la guerre n'a aucun sens pour lui. Et puis tu as celui qui s'enfuit parce que, et on l'a vu en 17, hein, en 1917 en France, parce qu'il est dirigé par des bouchers qui l'envoient à la mort, comme s'il jouait à un jeu, tu sais, à une simulation. Et là, les troupes russes, il y a une sorte d'onde de choc. Les gars voient que ça coince, voient que ça bloque, voient qu'en face, il y a du répondant, et voient surtout qu'eux, ils sont mal encadrés. Donc la confiance ne se fait pas, et on a ce qu'on appelle la débandade. C'est un terme militaire, se débander. Il suffit de 5 ou 6% du groupe pour que tout le monde se remette à s'enfuir. À un moment donné, un vent de panique. C'est ce qui s'est passé lorsque les colonnes ont été attaquées, des vents de panique, des débandades qui leur ont fait faire n'importe quoi. Je l'explique sans me moquer, parce que ça déjà, il faut y être, hein, pour le voir. Donc, il faut déjà être dedans, il faut déjà avoir un peu de courage, et ça peut arriver à tout le monde. Là,
Dès le début, tu vois des mecs qui croisent le feu et c'est censé être des parachutistes super entraînés. Et le mec qui passe devant le feu de l'autre, devant la ligne de feu de l'autre, tu dis, il y a un problème. Après, tu dis, c'est peut-être les caméras, ils ont. Voilà, bon, peut-être que. Puis non, hein. Non, c'est Bénil, les gars. C'est Festival Bénil depuis le début. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on ne vient plus m'insulter pour me dire que je raconte de la merde et que je suis payé par BFM. Hein, bon, maintenant, si vous avez l'adresse de BFM, dites-le moi. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Maintenant, je veux bien répondre à vos questions sur la politique, mais bon, encore une fois, voilà. Je préfère encore parler de l'Ukraine et de la Russie et des USA parce que je ne vais pas parler de pantins qui servent à rien et qui n'ont aucune influence sur le cours des événements en France, à savoir les hommes politiques et ceux qui parlent de ça, enfin bref. Pourquoi ils n'ont pas une armada de drones tueurs qui tueraient les drones de reconnaissance ukrainiens? Ils les ont, Arcas. Ils ont tout. Ils ont des brouilleurs. Ils ont des bombes guidées. Ils ont des brouilleurs, des drones. Ils ont tout. C'est juste que les gars, ils ne veulent pas, si tu veux, élargir les cordons de la bourse. Ça coûte de l'argent. Ils ont tout. Ils pourraient finir l'offensive en une semaine, là, s'ils mettent le paquet. Mais c'est quand tu as plein de belles technologies, mais sous forme d'échantillons, en vitrine, tu ne peux pas te permettre de les utiliser comme ça. On voit qu'ils déjà leur stock de missiles, ils n'ont plus de stock de missiles. Ils sont en train d'essayer d'en fabriquer. Et ils ont des problèmes, ouais. Ils ont claqué plus de 1000 missiles. Je crois qu'ils ont dépassé les 50% de leur stock de missiles. Alors que c'est super stratégique. Imagine, ils se font attaquer à Kaliningrad ou ailleurs. Les avions de guet, ils en utilisent 2. Ils en ont 15. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le contrôle du ciel la veille. Je parle de la veille, ils n'ont pas le contrôle du ciel ukrainien 24-24. C'est pour ça que les MiG ukrainiens peuvent décoller. C'est que voilà, les Américains leur disent vas-y, tu peux décoller. Pendant 3 heures, les radars russes ne fonctionnent pas. Il y a des trucs hallucinants. Ils ont les moyens, ils ont des drones tueurs, ils ont des armadas de drones, tout ce qui nous a été présenté pendant 20 ans. Mais ils en ont, voilà, par exemple, les Sukhoi 57, ils en ont 20. 20. Parce que voilà, c'est une puissance flottante. Elle n'a pas les moyens et l'industrie chinoise, l'argent chinois et son industrie, elle n'a pas l'industrie américaine et ça prend du temps. Là, le Moscova, il va pas être, il n'y a pas d'autre bateau qui va venir la remplacer, vu que la mer Noire est verrouillée. Voilà, et vu que tous les bateaux de la flotte de la mer Noire, c'est la flotte résidente, donc elle peut passer encore. Mais tous ces bateaux-là, ils sont là. Les gars, ils sont au large d'Odessa et ils ne s'attendaient pas. Ce qui est terrible, c'est que ce bateau est censé assurer la couverture anti-aérienne des autres du sud, donc de la Crimée, de protéger la Crimée. Ils ont coulé le truc qui protégeait les autres et qui lui-même n'était pas protégé. Marius et Popol, non, c'est fini, Marius et Popol. Ben, il ne reste plus de ville. Non, mais c'est même pas ce qu'ils vont la prendre ou pas, il n'y a plus de ville. Il reste des bâtiments en ruine, et puis des gens qui se sont enterrés sur 8 étages dans une ville souterraine et qui sont là et qui veulent combattre jusqu'au bout. Et donc, ils vont être gazés parce que les gars, ils ne vont pas rentrer se battre avec eux. Il y a 3000 contre 10 000, mais 10 000 bien fortifiés et qui vont se battre jusqu'à la mort. Sachant que Kiev, je pense, je vous donne une petite pépite, leur a assuré une pension à vie pour leur famille. Pour ceux qui avaient une famille, tout ça, voilà. Mais les gars, ils doivent rester Ils ont essayé de les évacuer à plusieurs reprises ces dernières nuits, mais tous les hélicos qui venaient, lorsqu'ils redécollaient, ils étaient abattus, tous ou presque. Voilà, il y a eu 3 hélicos, il y a eu 5 hélicos qui sont arrivés une nuit, il y a 3 jours. Ils se sont posés, ils ont essayé de repartir, il y en a 3 qui se sont fait bousiller, les 2 autres, ils sont restés. Mais les Russes, voilà, s'ils ne mettent pas, depuis le début, je le dis, s'ils ne mettent pas des hommes et les moyens et leur vrai armement, hein, T-90, tout ça, si bombes guidées, missiles de croisière à gogo, ben, ils ne feront rien, c'est tout. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et là, ils ne vont rien faire de plus. Hein. Moi, si je dois donner un pronostic, un avertissement, il s'agit juste d'un pronostic. Voilà, ce n'est pas une vérité vraie. Mais si je devais donner un pronostic, ils vont se faire bloquer au Donbass, vu comme c'est parti. Ils n'ont pas corrigé le tir. Tu peux te redéployer, mais si tu n'as pas corrigé le tir, en plus, tu te redéploies comment? Tu as pris des mecs éclatés, des bouts d'armée éclatés, tu les as fait traverser sur presque 1 millier de kilomètres et tu les remets de l'autre côté, avec les mêmes lacunes. Je sais pas. Moi, je ne suis pas confiant pour cette
Je ne suis pas confiant sur cette aventure au Donbass et ça m'étonnerait que le 9 mai, la guerre soit finie. Et la suite, c'est que la Russie va taper de plus en plus fort. Donc, lorsqu'on entend dire que la Russie pourrait utiliser du tactique nucléaire ou du chimique, tout est possible, hein. Ouais, là, j'ai l'impression que Poutine, il est en freestyle. Tout est possible. Le gars, il joue bien pendant 20 ans. Et à la dernière journée du championnat, le gars, il fait n'importe quoi. Ah, les dieux égarent ceux qui veulent perdre. Hein, je reprends encore ce proverbe. Et je le dis sans forfanterie rien. Vous savez pour qui je suis, hein. J'aurais aimé que ça se passe différemment. Mais là, on parle technique. Maintenant, sur YouTube, on va parler de ce guerre de manière technique, puisque YouTube interdit qu'on évoque. YouTube, je ne sais pas pour ceux qui ont une chaîne YouTube, hein, vous avez dû recevoir la notification. Il faut pas évoquer, il faut évoquer la guerre moralement que dans un sens. Voilà. Et comme moi, j'ai pas envie de mettre de la morale dans de la saloperie. Ben, pourquoi ils ne le font pas? Rémi S, tu me dis, ben, je ne sais pas. Parce qu'il est mal conseillé. Ça fait 3 semaines qu'ils auraient dû changer tout un tas de choses. Là, si c'est comme ça, ils vont aller vers une défaite. Qu'est-ce qu'une défaite? C'est quand tu n'atteins pas tes objectifs. On est d'accord. Dans une guerre, c'est ça. Il y a les buts de guerre. Une défaite, c'est quand tu n'atteins pas tes objectifs. Là, si les Russes s'enlisent dans le sud, et au Donbass, ils n'avancent pas trop, c'est une défaite. Qu'est-ce qu'une victoire pour la Russie? Officiellement, ça serait de gagner au Donbass. Officieusement, ça serait au moins de prendre le quart sud-est, c'est-à-dire la ligne Kharkiv-Dniepro, et ce qui est en dessous. Et s'ils peuvent pousser jusqu'à Odessa. Voilà. Et moi, je serais eux, je m'arrêterais là. Mais ils ne sont pas prêts d'y arriver, voilà, parce qu'ils vont démarrer la guerre au Donbass. Les autres, ils sont en train de contre-attaquer à Kherson. Ils sont en train de reprendre la ville de Kherson. Mais je te dis, c'est l'armée du salut. Oh, la connerie de l'année, quoi. Je pensais pas qu'ils allaient s'enliser comme ça. Personne n'aurait pu le prévoir. Je veux dire, même au départ, lorsque nous faisions des vidéos pour dire que c'était n'importe quoi cette offensive, parce que tout était fait à l'envers, et on avait raison, mais bon, c'est pas le plus important. On était à milieu d'imaginer que ça allait être comme ça, quoi. Voilà. En fait, El Chuncho, les missiles Neptune, ils n'ont pas la capacité de couler un bateau aussi gros, sauf s'ils tapent là où il faut. C'est-à-dire réservoir, les réservoirs de fuel, de tout ça. Je ne sais pas comment ils tournent. Ça se trouve, ils tournent au silex, leur bateau, au charbon. Bon, enfin bref. Et le problème, c'est que les bateaux russes, hein, et beaucoup de modèles, portent leurs missiles sur le pont. Les gros tuyaux là que vous voyez là de part et d'autre, c'est des missiles. Comment on appelle ça? Des silos pour faire partir les missiles. Le missile, il est dedans. Alors les Russes, ils te disent, on n'a pas d'ogive sur ces missiles. On n'a pas mis les ogives. Bon, ok, en admettant que les ogives, tu les mettes au dernier moment. J'y crois pas, hein. Je pense qu'il y a les ogives. On est en guerre, les gars, si vous n'êtes pas armés, s'ils ne sont pas armés, vos missiles, hein, parce que ça prend du temps de mettre une ogive. Mais peu importe. Mais même si tu n'as pas d'ogive, il y a du carburant, du comburant, de ce que tu veux, enfin du carburant, il y a tout un tas de choses inflammables. Mais les missiles, ils ont tapé là. C'est ça, en fait, c'est cette explosion-là qui a provoqué qui a fait couler le Moscova. Parce que sinon, il aurait été endommagé. Et moi, je crois que c'est les deux Neptunes ukrainiens, qui sont des dérivés du KH-35. Le KH-35, c'est un missile anti-navire. Voilà, les Ukrainiens sont malins, hein. Ils sont en train de fabriquer des petites défenses antiaériennes. Enfin, ils reprennent du matériel soviétique et ils le rebricolent. Ils font de la rétro-ingénierie, à l'iranienne un peu. Et ça marche. Une question, à quoi jouent certains Français à aller dans les groupes africains, dire aux Africains que Poutine est le mal et, ben, tu me poses la question à moi, mais moi je ne vais pas dans les groupes africains, l'ami, c'est pas moi qui y vais, je ne les connais pas, donc tu me poses la question à moi, j'en sais rien. Moi. Je ne savais même pas qu'il y avait des Français qui allaient dans les groupes africains pour dire que Poutine est le mal. Mais moi j'ai envie de te dire, Poutine, c'est ni ton papa, ni ta maman, et Poutine, George Bush, Biden, Trump, pour moi, c'est des personnages de série. Bon, je suis dans la série, mais si on y met de l'affect, rappelle-toi que Poutine, lui, quand tu as un problème, il n'est pas là. Voilà. Et s'il doit t'écraser, toi et ce que tu représentes, il le fera. Donc voilà, donc aduler Poutine ou aduler Trump ou aduler Biden ou aduler l'État profond ou aduler le nouvel ordre mondial, c'est ça le problème, c'est mettre de l'affect, quoi. Moi, Poutine, regardez, c'est simple, il y a quelque chose aussi.
qui revient de temps en temps, c'est que les USA, là, aujourd'hui, ils ont dit qu'ils allaient aider l'Ukraine. Et ils aident, hein. Là, il y a une vraie aide, hein. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ils sont aidés, parce que c'est quasiment l'OTAN qui affronte la Russie. Et donc, vous voyez que des Ukrainiens qui, au départ, n'étaient pas super motivés, lorsque tu leur donnes des armes, ils peuvent arrêter une grosse armée, lorsqu'ils sont bien équipés. La Russie, avec la Syrie, avec l'Irak, avec tout un tas de pays arabes, ils sont toujours contentés de vendre de l'armement de merde. Et ils n'ont jamais aidé autant. Si en Syrie, les Russes avaient fait ce que font les Américains en Ukraine, il y aurait moins de problèmes. Voilà, je relève ça, c'est tout. Moi, Poutine, je ne suis pas fan de Poutine, moi. Je vous le dis. Je respecte des cultures, je respecte des peuples, je respecte le peuple russe, je respecte le peuple ukrainien, à condition que leur nation me respecte, sinon je ne les respecte pas, hein, c'est normal. Mais dans l'ensemble, on va dire que je les respecte. Mais moi, Poutine, voilà. Donc il faut aussi essayer d'avoir moins d'affect quoi, avec des dirigeants qui ne sont même pas les dirigeants de notre pays. Quoi. Je veux dire, c'est des Russes. Hein. Pour eux, voilà, on n'est pas des. On n'est plus des amis déjà. Tu penses pas qu'un autre pays aurait fait mieux que les Russes, à part les USA, mais ils auraient tout détruit? Moi, je pense que l'armée française, avec les mêmes moyens, elle aurait fait mieux. L'armée anglaise, avec les mêmes moyens, elle aurait fait mieux. L'armée allemande, avec les mêmes moyens, elle aurait fait mieux. Je pense que l'armée japonaise, avec les mêmes moyens, elle aurait fait mieux. Et pareil, ce qu'ont fait les Ukrainiens, je pense que si tu équipais des pays arabes avec le même armement, ben, les Américains ne seraient pas rentrés en Irak où ils y seraient encore à se battre. Parce que l'armement fait tout. Tous les peuples ont du courage. Tout, voilà. Si les Yéménites avaient le même armement, je te promets qu'en une semaine, ils sont à Riyad. Mais bon, voilà, ils ont des gouvernements qui n'ont pas su assurer ça et ils sont finalement. Le monde arabe devrait se dire que finalement, c'est juste un rassemblement de pays clients et que soit on leur refuse des bons armements des deux côtés, soit on les sous-arme. Et si le monde arabe avait les armements qu'avaient les Ukrainiens, il serait beaucoup plus respecté. C'est une piste de réflexion politique. Hein. La géopolitique ne permet pas le sentiment, l'affect. Le mec qui met de l'affect, il n'a rien compris. Hein. Il va se planter. La géopolitique, c'est la géopolitique. Il n'y a pas d'amis. Si tu es fort, tu as des amis, entre guillemets. Si tu es faible, eh ben, tu te fais bouffer, mais par tes voisins. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie des hommes, c'est la vie des civilisations, c'est la vie des empires. Et c'est à toi de faire en sorte. Et pour être fort, il ne faut pas se contenter seulement, comme le font certains, d'acheter de l'armement. Être fort, et je prends l'exemple de l'Occident, parce que c'est le meilleur exemple qui soit, c'est déjà d'avoir une société civile. Pour être fort, les Chinois l'ont compris, les Américains l'ont compris, il faut une économie. Ton économie te permet d'avoir de l'argent. Qui te permet, regarde l'Allemagne, l'Allemagne n'a pas une armée, mais c'est un pays puissant, parce qu'ils ont une grosse économie, qui leur permet d'ailleurs de faire une sorte de guerre. Quand tu as une économie et de l'argent, tu peux développer ta science. Quand tu as une société civile avec des gens qui ont un QI au moins de 100, tu peux développer des filières d'excellence. Tu peux former des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, des gens compétents. Tu as un peuple compétent, tu as un peuple éduqué. Donc ta technologie va avancer. Donc ton armée, au final, elle aura de l'argent, il y aura des projets technologiques. C'est ce que essaye de faire l'Angleterre, la France. Hein. Il n'y a pas trop les moyens. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc quand tu as un pays, tu dois jouer sur tous les éléments, toutes les variables, et tu essayes d'optimiser. C'est une équation, voilà, d'optimisation. C'est ça la gestion d'un pays, et la gestion tout court. Si t'as pas d'économie, les Russes n'ont pas d'économie. Parce que les Américains, pendant 20 ans, ont empêché que les Russes développent une économie, ils ont empêché que les Russes vendent des trucs, ils ont empêché que les Russes s'arriment à l'Europe occidentale. Et, second problème, les Russes n'ont pas d'économie parce qu'ils ont une économie qui est faite essentiellement d'exportation de matières premières. Et je suis allé vérifier pour les amis de la Russie qui viendraient me dire oui, mais non, mais les Russes, ils vendent du charbon, ils vendent des minerais, ils vendent des hydrocarbures, ils vendent du gaz. C'est pour ça que je parle de puissance flottante. Est-ce qu'ils vendent des composantes électroniques? Est-ce qu'ils vendent des séries télé? Est-ce qu'ils vendent des téléphones? Est-ce qu'ils vendent comme les Chinois, comme les Américains? Non. Partant de là, c'est compliqué pour eux d'avoir beaucoup d'argent. Même en Afrique, la pénétration, elle est plus militaire. Hein. Ils cachent ça derrière des concessions minières, mais c'est plus militaire. C'est pas comme les Chinois qui cherchent de nouveaux marchés. Donc, eux, ils n'ont pas d'économie, c'est leur point faible. J'essaye de faire une analyse, c'est pas des critiques, c'est pas une critique, ils essayent. Ils ont essayé, ils se sont améliorés, ils n'ont jamais été aussi puissants. Hein. Il faut se rappeler aussi de ça. Mais ils ont pas une économie qui leur permette d'avoir les reins solides.
Donc, quand ils suivent, c'est un miracle ce qu'ils font technologiquement. Voilà, ils peuvent le faire, mais là où je ne suis pas d'accord, après, j'en sais rien, hein, mais moi, je pense que si l'armée française avait les mêmes moyens, elle le ferait beaucoup mieux. L'armée anglaise. L'histoire parle, hein. C'est l'histoire qui parle, c'est pas mes préférences, hein. Moi, personnellement, l'armée anglaise, j'en ai rien à foutre, hein. C'est juste que quand tu étudies l'histoire et que tu vois un petit peu les déploiements, les projections de force et les guerres, voilà, parce que là, en plus, on a affaire à. Tu as juste à passer la frontière. C'est même pas une projection de force. Alors, imagine, déjà, ils ont eu du mal à faire leur projection en Syrie avec 2-3 000 hommes. Après, c'est monté à 5 000 hommes. Il faut aussi voir ça. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que les Américains, quand ils galèrent ou ils merdent, eux, ils cachent bien leurs trucs, hein. On ne le sait pas. Ils ont fait des conneries en Irak, mais pas des conneries de ce calibre, je suis désolé. Ouais, Saint-Claude, il explique que c'est des commandants musulmans. Enfin bon, le jour où Saint-Claude, il dira un truc intelligent, enfin bon, bref. Non, Saint-Claude, il est là pour nous faire rire. Donc c'est à cause des commandants musulmans. Le mec, il fait des fixettes. Enfin bon, bref. Je vois même pas l'intérêt d'évoquer un corneau pareil, quoi. Ben, Libertalian, s'ils s'attendent à avoir du répandant et affronter l'OTAN, ils mettent les moyens et ils sont beaucoup plus. Il faut commettre beaucoup moins de fautes. Moi, j'ai l'impression, surtout qu'ils ont l'impression que la partie est facile et elle restera toujours facile et ils sous-estiment l'Ukraine et ils n'ont pas compris la configuration actuelle, à savoir que sur le terrain, les forces spéciales anglaises et américaines et tout un tas on va dire, d'ombres travaillent déjà. Bon, là, je ne pense pas que ce soit un coup de l'OTAN. Ils ne se risqueraient pas à faire ça. Ça serait stupide et inutile. C'est un casus belli. Je veux dire, si les plongeurs de l'OTAN vont aller torpiller un bateau, bon, ça serait stupide pour eux, hein. Mais ils interviennent déjà. Ils livrent du matos. Ils forment des gens. Et ils animent tous les groupes de harcèlement. Tous ces groupes ukrainiens qui sont devenus ultra compétents. C'est pourquoi? Parce que tu as José des forces spéciales américaines, soi-disant ancien des forces spéciales. Le mec, il a 22 ans. J'exagère, mais il en a 35. Mais le mec, il a 22 ans. Ouais, c'est un ancien des forces spéciales. Non, il a pris un congé, il est venu. C'est l'armée américaine. Arrêtez, les gars. Non, mais qu'il y ait eu un incendie, oui, il y a eu un incendie sur le bateau. Mais ils ont pris 2 missiles, mec. Je sais pas, même les Russes, tu vois, les Russes eux-mêmes ne nient pas. Voilà. Ils ont pris 2 missiles, ils se sont fait couler leur bateau, ils ont une armée de merde, et ils vont pas gagner cette guerre, et ils se sont loupés, et ils vont nous faire rire pendant des années. Enfin, en admettant qu'il n'y ait pas de guerre derrière, parce que malheureusement, il y en aura une. C'est tout, voilà. Voilà, j'ai fini la revue de presse, on peut couper. Ciao, messieurs, dames, et c'est tout. Quant au bateau, il s'est fait couler, il se baladait tout seul. Déjà, je vais dire un truc, même si le bateau, là, aujourd'hui, il est nickel neuf, qu'est-ce qu'il fait tout seul? Ça s'est jamais vu. Et je sais pas, l'amiral, il faut qu'il reprenne des cours, il faut qu'il aille au CNED. Justement, non, l'avantage du CNED, c'est que tu n'as pas besoin d'y aller. J'allais dire le CNAM, il faut qu'il aille au CNAM, il faut qu'il prenne des cours par correspondance. Je veux dire, il y a des trucs que tu vois, tu sais déjà, voilà, c'est comme si j'arrive et puis je me fais passer pour un professionnel de boxe. Bon, ben, je vais dans un club où il y a des boxeurs qui ont du métier, ils vont vite voir, hein. Ils sauront pas l'expliquer, mais ils vont vite voir que je suis un balnaveur et que voilà, à part devant ma glace, je boxe pas, quoi. Ben là, c'est pareil. Quand tu connais un petit peu, parce qu'on est des passionnés, hein. C'est ça, on est des passionnés de la chose militaire, de la tactique, de la stratégie, de l'histoire. Nous, lorsqu'on regarde là, on voit des trucs. Et au départ, on n'y croit pas trop, mais on voit quand même des choses. Et puis, ces choses s'avèrent, ces lacunes rédhibitoires s'avèrent être quand même énormes. Donc, le truc, c'est pas de savoir si le Moscova, il est fait en bois, si c'est un leurre, si c'est. L'incendie, il est provoqué par quoi, El Chuncho? Par les missiles qui tapent sur le pont. Les Russes, bien sûr qu'ils ne vont pas te dire qu'ils se sont fait couler par des missiles Neptune qui sont des dérivés d'un de leurs missiles. Eux, ils sont dans leur logique. Bon, de toute façon, ils ne savent pas communiquer, hein. Ça aussi, c'est super marrant. Non, non, ils ont rien. Non, mais les Russes, ils ne vont pas noyer un bateau. Ça leur coûte de l'argent. Et ils ne vont pas perdre un croiseur amiral parce qu'aujourd'hui, ils sont dans la merde. Il va falloir prendre un autre bateau et lui donner les mêmes compétences. Et ils n'en ont pas. Ils ne vont pas faire tout ça. Je veux dire, à un moment donné, je comprends ce que je veux dire. Il ne faut pas inventer des histoires sur des histoires. Voilà, ils se sont fait couler leur bateau. On ne sait pas encore réellement si c'est les Ukrainiens ou si c'est un incendie, mais tout le monde, et même les Américains valident, là, depuis un certain nombre d'heures, tout le monde pense, voilà, et tout le monde pense, même chez les Russes, que c'est les Ukrainiens qui ont réussi un super coup.
Ils ont réussi à annoncer le truc quasiment en même temps à la télé, les Ukrainiens. Je veux dire, ils fake beaucoup, les Ukrainiens, mais sur ça, je sais pas. Non, moi, je ne souhaite pas une guerre en France, hein. J'espère que nous, on n'aura pas cette guerre. Parce que la guerre, c'est vraiment c'est de la saloperie, quoi. Vaut mieux la voir à la télé, quoi. Ben, pour déminer la mer Noire, déjà, pour s'approcher d'Odessa, tu te fais tirer dessus par des batteries côtières. Et puis par tout ce qu'ils peuvent envoyer. Et tu as un champ de mine, donc tu vas essayer de déminer, mais encore une fois, pareil, tu n'as pas assez de bateaux, tu n'as pas assez nettoyé, si tu veux, la côte pour te permettre d'envoyer tes bateaux faire du déminage. Parce que tu vas en perdre un, tu vas en perdre deux. Il y a un patrouilleur russe, les amis, au large de Mariupol. Ils ont réussi, les Ukrainiens, à le toucher et à le couler avec un missile anti-char. Non, mais c'est avec un missile anti-char, je répète. On en est là. C'est Beni Hill. Un missile anti-char qui réussit à couler un patrouilleur au large de Mariupol. Mais ton patrouilleur, c'est n'importe quoi. C'est quoi? C'est une barque? C'est une pirogue? Enfin, je sais pas, si ça vous parle pas, je vous laisse faire tourner ça en boucle. Non, mais bientôt, ils vont les attaquer au lance-pierre. Ouais, c'est ça. La marine russe, elle choune chaud, et ça, je suis totalement d'accord avec toi. La marine russe a toujours été le parent pauvre. Parce que c'est pas une thalassocratie, la Russie, parce qu'elle a peu de moyens. Donc, elle a préféré mettre beaucoup de moyens dans l'anti-aérien. Bon, aujourd'hui, on voit que ça pêche dans la balistique, l'artillerie spéciale, tout ce qui est sol-sol. L'artillerie longue portée, là, ils sont forts, mais ils ont des problèmes, déjà à la base. Et puis, c'est pas la meilleure des flottes, la flotte de la mer Noire. C'est pas la meilleure des flottes, c'est une petite flotte qui s'est constituée rapidement. Je crois qu'elle s'est fait dans les dernières années. Il y a toujours eu une flotte de la mer Noire, mais là, on a reconstitué. C'est pas la flotte la plus importante. Mais bon, là, tu perds ton navire amiral, quoi. Et mais même dans leur armée de terre, même dans leur armée tout court, il y a toujours eu des problèmes de formation, de compétences, de discipline, de mecs qui se battaient entre eux, voilà, et puis ils n'ont pas des super sous-officiers et des officiers dignes de ce nom. Si tu compares avec les armées occidentales, les officiers russes, ils sont peut-être courageux, mais voilà, on le voit là, c'était les premiers à paniquer. Et puis la structuration, voilà, la structuration, j'évoquais ça dans une vidéo, dans la dernière vidéo, ils ont des groupes de combat qui ne sont pas adaptés, qui sont éthiques, E-T-I-Q-U-E, hein, c'est-à-dire tout mince. Ils ont même la structure, ça va pas. Ils ont des petits groupes de combat trop petits, pas assez volumineux, ça bloque tout. Ils ont très peu de sous-officiers pour gérer, pour faire tout un tas de missions. Hein, quand un sous-officier doit animer un groupe de combat, oui, un groupe de combat, il n'y a que lui et son adjoint. En France, il y a deux cabots. Tu as un sergent de cabot pour un groupe. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Sergent ou maréchal des logis selon le truc. Et vous êtes 11. Là, ils sont 8. Qu'est-ce que tu fais avec 8 trucs? 8 dont les deux qui dirigent. Ton groupe, il ne peut pas manœuvrer, tu te retrouves dans une section avec un lieutenant complètement paumé, 3 sergents qui essayent de gérer leur groupe, et tu te retrouves à 23 au lieu d'être à 32. Ben, ça compte, ça. Hein. C'est un tiers. Voilà. Dans des véhicules pleins. Dès que tu avais un véhicule russe qui était touché, tu étais sûr d'avoir 10 morts au lieu d'en avoir 4. C'est pareil. Quand tu te déplaces en colonne, et que c'est des colonnes qui sont sur des lignes de front, tu blindes pas, tu mets pas un maximum d'hommes dans tes camions, dans tes trucs. Tu en mets 2 fois moins. Parce que si jamais tu te fais taper dans une embuscade ou tu te fais taper par un obus, si ton camion il se prend l'obus, tu auras 4 morts au lieu d'en avoir 12. Ben, les Russes, eux, ils sont 20 dans le camion. Tu m'étonnes qu'il y a de la perte. Sergei Glaziev, le nouveau système financier mondial soutenu par une monnaie numérique adossé à un panier de nouvelles monnaies étrangères. J'irai voir, c'est intéressant, je te remercie. Sergei Glaziev, j'irai jeter un œil, je te remercie pour l'info, ça peut être intéressant. En plus de problèmes de compétences. Les gars, hein, surtout pour les nouveaux et les nouvelles, dès que je prends l'un de vos postes et je commence à répondre, c'est pas à vous spécialement que je réponds. Donc des fois, dès que vous me voyez m'exciter, c'est pas contre vous. Hein. Moi, je vous remercie de participer au chat. Hein. Pourquoi l'OTAN entretient cette guerre? Ben, à ton avis, paysan jaune, domination du monde. Les Américains, c'est les grands gagnants. Hein. D'habitude, on les critique. Donc là, on peut quand même se permettre de les applaudir.
Mais sous l'angle technique, hein. Sous l'angle technique, bien évidemment. Il faut reconnaître que les gars, il y a un an, il y a quelques années, ils étaient pas loin de perdre l'Europe qui se rapprochait de Poutine, Nord Stream, tout un tas de choses. Enfin bref, là, ils ont réussi à récupérer l'Europe, à tuer l'Europe de la défense de Macron, à remettre tout le monde dans le pas. Ils vont vendre un maximum leur gaz naturel liquéfié qui coûte cher. Ils vont vendre un maximum d'armement. Mais aux USA, là, ils sont tous contents. Là. Ils ont déjà commandé des 4x4 et des deuxièmes maisons, les mecs. Le charbon, ça va partir. Tout. Le pétrole. En fait, bref, les Américains, là, ils se sont fait c'est le strike pour eux. Non, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais Poutine, dans le monde, même s'il a des alliés, les gens sont très dubitatifs. On a l'impression qu'il est isolé. La Chine, je suis désolé, mais si tu as un pote comme ça, c'est pas la peine de l'avoir. Hein, parce que le gars, il est là, non, mais oui, non, mais vous inquiétez pas, on va pas aider. Pour un partenaire stratégique, j'espère qu'il fait des choses dans l'ombre. Et c'est le strike américain. L'opinion publique européenne, tu as des pays comme la Finlande, bientôt l'Autriche qui vont demander à rentrer dans l'OTAN, les carnets de commandes américains sont pleins. Eux, ils ont fait vraiment le coup en or. Hein. Je me demande si. D'ailleurs, c'est ce qui me. Voilà, c'est ce qui m'interpelle un peu. Si c'était scénarisé, ils ne seraient pas autant gagnants par rapport à Poutine. Ou alors ils ont dit à Poutine, écoute, nous on récupère l'Europe, on va gagner au départ, puis toi à la fin on va te laisser l'Ukraine, deux, trois trucs, comme ça tu repartiras pas les mains vides. Voilà, ça c'est l'hypothèse de la scénarisation fait entre quelques personnes. Maintenant, on va revenir à l'hypothèse que je vais privilégier là, l'hypothèse que c'est une guerre, que ni Poutine, ni Biden, ni de part et d'autre les clans ne se sont coordonnés. Et auquel cas, voilà, bravo bravo aux Américains, géopolitiquement, géostratégiquement, sur le plan des ressources, sur tous les plans. Et puis là, maintenant, ils apparaissent. Il y a un an, on leur crachait dessus en disant ils sont pas fiables. Aujourd'hui, ils apparaissent comme très fiables, hein, parce que s'il n'y a pas les USA là, personne n'aurait donné autant d'armement, et les Ukrainiens, ça fait longtemps qu'ils seraient finis. Là, les chars russes, ils seraient devant le Lviv. Donc ça, il faut le relever aussi. Hein. C'est énorme ce qu'ont fait les Américains. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, mais pour le 9 mai, ça va être chaud pour lui. Parce qu'à part Mariupol et encore, je ne vois pas trop ce qu'il va présenter le 9 mai, Poutine. Encore une fois, tu vois, Cactus, et je ne sais pas si tu penses comme moi, le gars, c'est bête ce qu'il fait. Il est en train de se perdre. Jamais, au grand jamais, et surtout dans un cas de figure comme celui-là, tu te permets de donner des objectifs, tu restes vague. Non, parce que là, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu es Poutine. Le 9, tu récupères le Donbass. Ce que les gens ont retenu, c'est que ta guerre, tu l'as foirée. Donc, tu gagnes rien. Par contre, si le 9, tu n'as pas récupéré le Donbass, c'est double avantage. Ta guerre, tu l'as foirée, tu es en train de la perdre. Tu vois? Voilà pourquoi c'est stupide de donner une date. Il ne devrait pas donner de date. Il devrait donner un horizon en expliquant et puis être franc sur certaines choses. Voilà, ceci, cela, mais surtout corriger le tir. Putain, Poutine, tu vas ouvrir la tirelire, hein, tu vas sortir un peu de l'argent. Il paraît que tu as plein d'or, tu as plein de réserves. Voilà, tu vas commencer à remettre des usines en marche et surtout, tu vas les mobiliser 5, 6, 7, 8 classes d'âge de réservistes. Parce que si tu ne mets pas 300 000 hommes là, tu perdras. Et l'autre, il donne des dates. Ça fait le mec qui s'entête. Et quand un mec qui s'entête comme ça, c'est pas bon, hein, parce que le gars, il va aller jusqu'au bout, lui. Hein. Ah bah attends, vu comme il est parti, là, mais je suis étonné de le voir jouer comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que finalement les rumeurs sur sa maladie qui affecterait son psychisme ne seraient pas fondées? Est-ce que les rumeurs sur un entourage de courtisans qui finalement n'est plus très compétent ne seraient pas fondées? Je ne sais pas. Mais là, quand je vois Poutine annoncer des dates et des objectifs, annonce pas d'objectifs. Quand tu annonces pas d'objectifs, hein, on ne pourra pas te reprocher de ne pas les avoir atteints quand tu restes vague. Regarde les USA vis-à-vis de Taïwan. Est-ce que tu les vois dire si tu attaques Taïwan, j'interviens? Non, ils restent super vagues. Il ne faut jamais afficher tes lignes rouges, il ne faut jamais afficher tes véritables objectifs, il faut afficher de faux objectifs. Et dans ce cas de figure-là, voilà, le type, il est là, il avance la date du 9 mai, c'est très mal joué. Ou alors, je dis peut-être n'importe quoi, mais enfin, bon, j'ai pas l'impression, quoi. Il devrait dire au plus vite, il devrait donner un horizon, il devrait parler en semaine, en mois, mais pas à dire le 9 mai, parce que si le 9 mai, si tu atteins ton objectif, tu gagnes Walou, et si tu ne l'atteins pas, c'est malus 200%.
Salut, Kemra. Kemra, mais t'es le fils de Satan. Qu'est-ce que tu m'écris gloire à Babylone? Ça laisse tomber, là. En tout cas, les gens veulent Babylone, donc on peut pas. La démocratie veut Babylone. Au Magenta, pas de problème de censure. Ah ben non. Bah, ils vont finir au Magenta, l'état-major russe, hein, petit à petit, là. Ah bah, à force de se faire limoger, bon, sauf Sergueï Besseda, il est en prison. Le responsable de l'Ukraine, hein, le responsable FSB de l'Ukraine, hein, ceux qui sont sur Patreon le savent, pour les autres, je ne sais pas si vous êtes au courant, il est en prison. Hein. Hein, pour ceux qui me disaient, ouais, non, mais tu dis n'importe quoi, l'offensive, elle a bien marché. Oui, ben, le gars qui préparait l'offensive au FSB, il est en prison. Là. Devine pourquoi. Devine ce que lui reprochent les Russes officiellement. Ils lui reprochent de s'être fait intoxiquer en Ukraine, de ne pas avoir estimé la situation à sa juste valeur et d'avoir empêtré l'armée russe dans un piège à con. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas le verbatim de ce qui lui reprochait, mais c'est ça. Donc, encore une fois, voilà, la Russie confirme ce que nous disons depuis des semaines. Donc, pour les dissonants cognitifs, désolé pour vous, hein, même les Russes confirment ce que nous disons. Et ils ont raison. Salut Patrick. Il vaut mieux être franc. Les S-400, je ne sais pas ce que vaut l'anti-aérien russe aujourd'hui. En Syrie, les Israéliens, ils te font des raids en deltaplane, en VTT, ça passe. Bon, on me dit que c'est les radars qui ne sont pas activés. Je vois l'anti-aérien de théâtre, comme les Pantsir et les Bouks, en Syrie, en Libye, et même dans le Haut-Karabakh, les Bayraktars leur ont fait la misère. C'est une réalité. Et là, je vois des Ukrainiens qui, avec très peu de missiles, finalement, arrivent à saturer d'un croiseur qui assure une couverture antiaérienne, qui est un système S-300 navalisé, des bases aériennes censées être défendues ou des bateaux de débarquement comme à Berdiansk, censés être défendus par du S-400, qui est aussi une défense antiaérienne de théâtre d'opération, et des missiles Toshka des années 70 qui arrivent à passer. Donc, leur anti-aérien, je ne sais plus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, ce n'est pas des attaques par saturation. Ceux qui veulent savoir ce qu'est une attaque par saturation, allez voir ce que fait le Hamas quand ils s'en prennent aux Israéliens, par exemple, c'est ils balancent, c'est des salves de 50 missiles, 60 missiles, 100 missiles. Eux, ils savent saturer. Et là, tu satures un système. Mais là, tu envoies 2 missiles, 3 missiles, 4 missiles. C'est pas une saturation. C'est limite, c'est une fin de mois, tu n'as pas de thune. Ah, mais Kemra, il est pour les USA, alors que nous, on parle technique ici. Hein. Ah putain, ton meilleur ami qui s'est fait tatouer 3 doses, décédé. Aïe, 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 aïe. Écoute, Aladin, si t'en sais plus à l'avenir, voilà, si tu pouvais nous tenir informés, c'est-à-dire ce que vont dire les médecins, ça va passer dans quoi, comment. Non, mais Zelensky, le bon samaritain, il demande à tout le monde. Dès qu'il se lève, il se balade dans la rue, il demande à tout le monde de l'aider, envoyez-nous toutes les armes, tout, machin. Il joue son rôle de comédien. Voilà, c'est un acteur de crise. Puisque c'est même pas lui qui donne les ordres, je veux dire. Voilà. C'est les militaires ukrainiens, c'est la CIA, c'est le gouvernement. Enfin, c'est les Américains qui dirigent. Ils proposent et les autres obéissent. C'est ça où il n'y a pas d'aide. Voilà. C'est une colonie américaine, là, l'Ukraine. Mais ils n'avaient pas trop le choix, tu me diras. Enfin, ils n'avaient pas trop le choix. Si, ils avaient le choix avant 2014. Maintenant, bon, maintenant c'est fini, quoi. À l'Ukraine, telle qu'elle, aujourd'hui, je pense que c'est fini. Je pense que la partie ouest sera intégrée à l'OTAN et puis la partie est, les Russes la lâcheront pas. Enfin, la partie est, qui garderont la partie est. C'est-à-dire le sud, la Russie utile, enfin l'Ukraine utile. Le Donbass, de Kharkiv jusqu'à Donetsk, jusqu'à Dniepro, jusqu'à Odessa, pour rejoindre la Transnistrie. C'est la seule partie intéressante de l'Ukraine, en vrai. Donc là-dessus, voilà, je rejoins Xavier Moreau lorsqu'il dit que c'est la seule partie intéressante. Et je ne pense pas que d'ici au 9, ils réussissent. Même Mariupol, je ne suis pas sûr. Tu vois, au départ, je disais Mariupol, c'est une histoire d'une semaine. Ben non. 50 jours, 52 jours aujourd'hui. Ogive Simpson. Ah, c'est fini, Poutine. Oui, le bluff de Poutine, c'est fini maintenant. À moins qu'il surenchérisse, mais tu as raison, Nico. Voilà, mais il faut le voir comme ça. Voilà, tu as tout compris. Enfin, tu as tout compris, excuse-moi. J'aime pas quand je dis ça, parce que je suis pas. Je suis rien du tout. Je suis pas là pour te.
Hein, tu n'as pas besoin de moi pour comprendre, il n'y a pas de souci. Donc, excuse-moi, non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ta manière de voir les choses est intéressante, parce qu'on est aussi dans le bluff, dans la dissuasion, dans tout ça, et c'est fini. Aujourd'hui, la Roumanie, la Pologne se disent, ah ben les Russes, finalement, c'est jouable, on les craint pas, et s'ils viennent chez nous, on leur fait la misère. Et c'est vrai que voilà, quand tu vois que l'Ukraine, qui était censée être le plus faible de tous ces pays militairement, tient, tu te dis qu'est-ce que ça va être contre la Pologne qui a une grosse armée, contre les Roumains qui sont très résilients, et les Roumains, il ne faut pas les affronter. En plus, les Roumains, il n'y a pas que du plat chez eux. Vers le nord, là-bas, tu as les Carpates, et les gars, ils savent aussi faire la guerre, hein, comme tout le monde. Voilà, donc son bluff est fini, parce que le bluff a montré une armée russe qui était en short. Et ça aussi, c'est terrible sur le plan stratégique. Ouais, faut rester neutre finalement. Faut rester neutre, Cactus. Je ne serai jamais pour l'OTAN, mais enfin bon, dès le début, il y a un malaise aussi. Voilà, dès le début, il y a un malaise parce que sur tous les plans, sur un plan stratégique, il avait 1000 options avant de faire ce qu'il a fait. Il aurait pu le faire d'une autre manière en attendant que le Donbass soit attaqué. Donc déjà, c'est complètement stupide, ceux qui lui ont conseillé de tenter ça. Première chose, il s'est mis à dos tout le monde. Même ses amis maintenant le regardent bizarre. Et pendant 20 ans, ce type a travaillé, a donné l'image d'une Russie légaliste, qui maîtrisait sa force, qui respectait les peuples, qui savait dialoguer, et qui savait surtout jouer avec finesse, et jouer des guerres hybrides, et jouer de la pression politique, et jouer de ses réseaux, et jouer de son soft power. Et en l'espace d'un mois et demi, il a tout éclaté. Et il a montré surtout que, voilà, il a montré, c'est l'URSS, version Brejnev, des chars, violence, brutalité surtout, plus brutalité d'ailleurs que violence, qui n'arrive à rien. Voilà, j'ai l'impression d'être en 80 lorsque les chars russes rentraient en Pologne. J'étais pas en Pologne, hein. J'étais petit par contre, je l'ai vécu. Solidarnosc, tout ça, les Walesa. On retrouve cette Russie-là, cette URSS-là qui n'était pas, plaisante, hein, parce qu'elle valait pas mieux que les Américains. En un mois et demi, le gars brutal, il te l'a fait à l'américaine, qui attaque l'Irak, il te fait la même chose. Bien sûr que c'est dérangeant qu'il y ait un petit goût de caca dans la bouche. Voilà. Et il menace des gens aussi, encore une fois, ça s'appelle l'empathie, sans être pour l'OTAN. On peut arriver à se mettre à la place des Biélorusses, des Lituaniens, enfin des Biélorusses aussi, hein, mais pas dans ce cas de figure. Des Lituaniens, des Roumains, des Polonais, des Moldaves. Quand tu regardes leur histoire, ils ont des raisons d'être un petit peu agacés, énervés, et puis ils ont des raisons aussi de se préparer à combattre. Parce que dans leur histoire, celui qui leur a le plus cassé les bonbons, surtout les 70, enfin surtout durant le dernier siècle, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant, ça fait 40 ans qu'il n'y a plus le mur de Berlin, mais pendant 72 ans, ça a été l'URSS. Aujourd'hui, je vois l'URSS, je vois l'armée soviétique aujourd'hui, et je ne vois pas la Russie de ces 20 dernières années. Je ne vois pas un président hyper fin qui joue stratégiquement, qui joue tactiquement, qui joue politiquement, qui joue sur les... Et puis encore une fois, voilà, Nico a dit tout à l'heure, le bluff est fini. Ouais, le bluff est fini. La Russie, c'est même pas une superpuissance, c'est une puissance flottante. Qu'est-ce qu'elle vend? Chi. Je vous la fais rapide, hein. Matière première. Elle a une économie du tiers-monde. Elle a une armée complètement bidon. Elle n'a pas de soft power. Elle a des services de renseignement. Encore une fois, c'est les charlots. C'est partout où ils passent, ils se font choper. Hein, il y a suffisamment de vidéos sur Patreon qui l'expliquent, hein. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail. Quel que soit le truc, ils sont à poil. Tu t'aperçois que c'est une puissance flottante. C'est au-dessus de l'Angleterre et de la France, mais c'est en dessous de la Chine et des USA. Et qu'elle a pas mal bluffé. Et qu'elle n'a plus rien dans son jeu. Et c'est là où on revient à la théorie des hégémons, du soft power, de ce que fait Erdogan, ce que fait la Chine. C'est du soft power. Je te vends des armements, je te fais des collaborations. Nos touristes rendent visite à nos pays respectifs. Je te vends des séries, je te vends des produits turcs. Ça, c'est du soft power. La Russie ne le fait pas, ça. La Chine utilise son soft power.
Les USA utilisent leur soft power. Hein, ils ne font pas la guerre à chaque fois que quelqu'un ne les écoute pas. Ils menacent, mais ils font pression. Ils utilisent beaucoup mieux les guerres hybrides, le hacking, les guerres économiques, les guerres, voilà, tout ça. Et tout ceci-là, la Russie, pendant 20 ans, on pensait qu'ils maîtrisaient ça, et non. Avant d'envahir l'Ukraine de cette manière, il y avait 1000 choses à faire. Et au pire, tu rentrais dans le Donbass, tu tenais le Donbass et tu faisais des contre-offensives contre les Ukrainiens en face. Et là, tout le monde t'aurait suivi. Il y aurait eu légitimité. Tu serais venu, voilà, genre légitime défense, les Donbassiens se font attaquer. C'est ce que tu aurais dû faire cet hiver. Au lieu, le 24-02, de suivre les conneries que t'ont raconté ton premier cercle. Et tu y as cru. Parce que tu as cru que tu allais refaire comme en 2014. Hein, venir avec des petits bonhommes verts qui se tiennent par la main et voilà, et tout le monde pleure et tout le monde est content. Eh non. Qu'a fait ton putain de service de renseignement? Entre 2014 et 2022, tu avais 150 hommes du FSB, tu avais des gens du SVR, tu avais des gens du GRU, tu avais des budgets illimités pour, essayer de tenir et d'influencer la société ukrainienne, parce qu'il y a des pro-russes, et surtout travailler sur l'état d'esprit, sur les réseaux, sur la défense. T'as pas vu en 8 ans qu'elle était montée de gamme, l'armée ukrainienne? T'as pas vu qu'en 8 ans, elle s'était fait livrer de l'armement des compétences? T'as pas vu l'arrivée de plusieurs centaines, il y a plusieurs reprises, de conseillers, de bérets verts américains, de SAS venus former? T'as pas vu qu'il y avait eu des changements structurellement? Est-ce que tu as vu les fortifications qui se sont multipliées au Donbass et qui font qu'aujourd'hui, ça va être chaud parce qu'aujourd'hui, les gars, ils sont fortifiés. Et il faut voir. Et puis tu peux leur balancer ce que tu veux, c'est de la terre compacte. Hein. Donc tu sais, l'effet souffle, tout ça, ils s'en foutent. Est-ce que tu as vu tout ça? C'est le boulot que doivent faire les services de renseignement, c'est le boulot de politique. Si tu n'as pas vu tout ça et que tu es allé attaquer avec 3 mecs et tu as cru que tu allais refaire les coups de la Crimée, bah, tu as un âne batté. On peut le dire aujourd'hui, après 52 jours de combat, parce qu'aujourd'hui, on voit que tu es vraiment à poil. Jusque-là, on se doutait encore, on pensait que tu avais, je sais pas, que tu allais nous sortir une carte de ton fion. Là, tu n'as rien. Si, tu as des bombes atomiques maintenant. Et 20 Sukhoi 57, c'est important. Et il doit rester quelques calibres, quelques. On ne gagne pas la guerre avec de l'hypersonique, on ne gagne pas la guerre avec une arme. Hein. Depuis Hitler, on le sait. Hein. La guerre, c'est une histoire de rusticité, de reins solides, de morale, d'usure, de masse, de volume. C'est pas bête d'avoir envoyé des T-72 et des T-80. C'est pas bête du tout. Mais il faut envoyer du volume. Voilà. Tu pourras avoir les dernières armes technologiques quand les armées américaines elles débarquent en Irak, qui sont 3 millions. Entre la logistique et ceux qui combattent, qui étaient à peu près 500 000. Hein. Mais je compte le tout. Voilà. Là, vous êtes combien? 200 000. J'ai que les mecs. Attends, t'as l'impression que c'est des scouts. C'est des scouts qui sont allés en forêt, quoi. Là, c'est une compagnie scout, en fait. C'est un jamboree que vous alliez faire. Voilà. Je suis dur, non, je ne suis pas dur. Hein. Je dis ce qui est, mais on a du recul maintenant, on peut. Hein. Voilà. Allez, ce qu'on va faire, on va essayer un petit peu de rebondir sur vos interventions. Et puis, on va clôturer ce premier live de la semaine, sachant que mercredi ou jeudi, enfin, je ne vais pas faire comme Poutine, je ne vais pas t'annoncer de date, moi. Dans pas longtemps, on fera un live beaucoup plus long et voilà, on essaiera de vous faire monter. En chantier, on t'appelle Toz. Tu sais ce que ça veut dire, Toz, El Locas, non? C'est le bruit d'un P. Ils ne doivent pas trop t'aimer. Hein. Ils ne respectent pas la dictature ukrainienne néo-nazie qui terrorise personne, la respecte, hein, on est d'accord. La mobilisation se retournera contre eux. Ah, mais tu sais, libertalian, les Ukrainiens, ils payent déjà le prix du sang. Hein. Et puis le prix de tout, hein, parce que leur pays, là, c'est fini. Hein. Il est revenu à, je dirais pas à l'âge de pierre, parce qu'ils vont vite reconstruire. T'inquiète qu'ils auront des investisseurs. Mais enfin, ils payent très cher, les Ukrainiens. Hein, parce que s'il y a entre 7 et 12 000 morts russes, il doit y en avoir 3 fois plus côté ukrainien. Facile. Hein. S'il n'y a pas 50 000 morts côté ukrainien, hein, en mettant les civils aussi. Hein. Ben, ils ne peuvent pas mettre les grands moyens parce qu'ils n'ont pas d'économie. Et ça a toujours été le problème des Russes. Hein, ça, ils ont toujours. Et jusque-là, ils l'ont fait de manière admirable. Gérer l'absence d'argent par de l'ingéniosité, ils l'ont toujours fait de manière admirable. Même quand ils vont en Syrie, ils y vont en low cost. Et voilà, ça ne coûte pas trop cher. 200 €, ils t'ont envoyé 3000 hommes.
Voilà, tu sais, c'est Ryanair. Mais et là aujourd'hui, bah voilà, mais quand tu n'as pas les moyens, tu ne fais pas des guerres classiques avec des guerres de haute intensité avec un adversaire qui peut être susceptible, qui peut se transformer. Et au départ, tu as Pinocchio, et puis après, en face de toi, tu as le général Patton. Il a enlevé le masque de Pinocchio, merde, c'est un dur. C'est un peu le mec qui arrive euh, dans un club de tennis, il n'a même pas de raquette, rien, tout le monde le sous-estime, hein, ça rigole, ça le chambre, et au moment où il se met à jouer contre toi, bah, tu comprends que le mec, il est deuxième série, et que toi, tu es 32, et qu'il va te défoncer. Voilà. Ben, c'est là, c'est pareil. Tout ça, là, ces histoires de moyens, ils n'auraient pas pu c'était leur boulot. Voilà. Ils déclenchent une guerre à la va-vite et ils ne se rendent pas compte de tout ça. Ils ont eu le temps, 8 ans, d'apprécier la situation. Surtout que l'Ukraine, je dis, c'est la cabane au fond du jardin, quoi. Ils connaissent ce qui se passe en Ukraine, tout ça. Donc, moi, je comprends toujours pas comment on a pu arriver à avoir autant de lacunes et à avoir autant d'incompétents à tous les niveaux. Voilà. Encore une fois, l'armée soviétique, hein. C'est une armée soviétique. D'après Stratpol, le Moscova aurait coulé à cause d'un barbecue qui aurait mal tourné sur le pont. Ouais, ils étaient ivres, ils se sont battus. Pour une rouquine en plus. Je vous souhaite de remonter la pente. Hop, hop, hop. Alors, tu réponds à Maya, ok. À la télé russe, certains appellent à la guerre totale après la perte du Moscova. Ouais, ouais. Dans la société russe, il n'y a pas que des lumières, c'est comme chez nous, hein. Il n'y a pas que des lumières, hein. Il a qu'à me téléphoner, Poutine. J'ai des plans pour lui. Vladimir, rappelle-moi, j'ai le plan magique pour te faire, pour ne pas que tu perdes la guerre et en même temps pour que tu gagnes quelque chose à la fin. Voilà, il suffit que tu m'appelles, tu as mon numéro. Hein, imaginez, Poutine, il m'appelle pour de vrai. Je demande à ce qu'il passe en live. Alors, les Chinois, ils vont pas aller à Taïwan comme ça, hein. Ils iront jamais, hein. Là, la Chine, elle va à Taïwan, elle se prend une branlée. C'est les vidéos, c'est les vidéos qu'on a faites là, Chine-Taïwan, hein. On l'a posé ce mois-ci, hein. Les scénarios militaires. Voilà. Ils prendront jamais le Détroit. C'est aussi simple que ça. Ils prennent pas le Détroit. Et juste Taïwan et le Japon et la Corée du Sud et ça suffit. Voilà. Donc non, 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 les Chinois, ils ont la haine. Ils préparaient l'annexion de Taïwan. Finalement, les chipolatas russes larguent trop de graisse. Alors, la Turquie va laisser. Non, non, non. La Turquie, elle applique très très bien la convention de Montreux et toutes les conventions inhérentes à ce qui se passe. Et elle ne laisse passer que les bateaux résidents des pays bordant la mer Noire. Après, est-ce qu'il y a d'autres bateaux qui peuvent rentrer pour à condition d'être sous un certain tonnage et à condition de ne rester que, il me semble, 3 semaines, il faudrait voir. Mais un bateau de guerre russe qui viendrait d'une autre flotte, genre de Saint-Pétersbourg ou de la flotte qui est au Pacifique, il ne rentrerait pas, je pense. Et les Turcs ne peuvent pas se permettre de le laisser passer en cachette parce que tout le monde observe le détroit du Bosphore. C'est des obligations internationales et la Turquie ne se pénalisera pas pour la Russie. Elle applique le règlement et elle a raison de le faire. Donc non, il n'y a pas d'autres bateaux qui arrivent. Et il est là le problème. En plus, soyons honnêtes, hein, ils n'ont pas beaucoup de bateaux, hein. Pendant 10 ans, Spoutnik, le Seeker francophone et Thierry Messant nous ont expliqué que les Russes construisaient des bateaux. Tu avais des projets qui apparaissaient, qui disparaissaient, qui réapparaissaient. Et à la fin, tu t'aperçois qu'en 20 ans, ils ont dû construire 400 frégates, peut-être 8 frégates. Et encore, ils les ont dispatchées. Ce navire amiral de cette flotte était censé faire de l'appui-feu pendant que les troupes terrestres progressaient. Donc, faire de l'appui-feu sur les villes, saturer les villes, hein, en les bombardant avec voilà, à coup de missile, à coup de ce que tu veux. Et ça permettait aux troupes de finir d'encercler. Ben non, la marine russe, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? C'est une marine de routiers, comme je le dis dans ma vidéo précédente. Ils font quoi? Ils acheminent de la bouffe. Ils font pas de l'appui-feu. Ils ont très peu de missiles et ils peuvent plus s'approcher comme ils le souhaitaient. Ou alors, il faut utiliser des calibres, mais ça coûte cher. Mais sinon, ils peuvent pas s'approcher, par exemple, avec certains de leurs bateaux d'Odessa. Voilà, il y a un champ de mines, il y a des batteries côtières. Ces batteries côtières, elles sont là. Pourquoi? Parce que ils les ont pas nettoyées en faisant le CID. Alors, et on en revient au CID, hein, encore une fois. Tu n'as pas pris le ciel, tu peux pas nettoyer en bas. Donc, en bas, on peut tirer dessus. Donc, voilà.
Donc, tu ne peux plus t'avancer. C'est un coup dur symboliquement, c'est un coup dur sur le plan de la tactique et de la manœuvre que de perdre ton croiseur amiral. Soi-disant, il serait vieux, vieux mon cul, ouais. C'est sûr qu'il a une gueule, le style, mais c'est un style des années 80, mais encore une fois, quand on vous dit qu'un avion, qu'un bateau, imagine par exemple aujourd'hui, tu as une DS la voiture, non, ou on va prendre, je sais pas, une Renault 18, toute neuve qui sort, mais qu'on l'équipe du GPS, qu'on l'équipe de tout le dernier cri. Le modèle est vieux, mais le truc que tu as, il n'est pas vieux. Et imagine tous les 5 ans, tu changes tout. Ou tu changes, voilà, tu changes la carrosserie, et puis tu le modernises. Ben, c'est le Moscova. Alors, il est vieux de quoi? Il est vieux. Oui, il est sorti il y a longtemps, il est sorti il y a 40 ans. Enfin, pour un bateau, 40 ans, c'est pas non plus, c'est pas jeune, mais si les systèmes électroniques, les systèmes radars et tout ce qui est là ont été modernisés entre 2018 et 2020, ne me dis pas qu'il est vieux, ton bateau. Ah, en 5 minutes, on débrouille ça. C'est pareil pour les avions. Oui, on parle des MiG-21 lanceurs B qui ont été rétrofités par Elbit. Elbit, c'est une société israélienne qui s'occupe de l'avionique, notamment. Les MiG-21 roumains, là, actuellement, c'est un appareil des années 60. C'est le premier appareil de 4e génération. C'est le plus grand succès. Ensuite, il y a le F-16, le MiG-21. Ça a été l'un des premiers à avoir un radar de suivi de terrain au sol qui permettait de faire de l'air-sol. Jusque-là, les missiles servaient à faire de l'air-air. Sinon, tu balançais de la bombasse. Ce MiG-21, on va dire, hey, il a 60 ans. Non. La cellule, elle a combien d'heures de vol? 2000, 4000 heures de vol. D'accord. Tu as une cellule de vol de 4000 heures. Maintenant, l'électronique, ça a été rétrofité. Donc, certes, parce que pour un avion, il y a quand même des spécificités, c'est l'aérodynamique. Certes, il a peut-être un vieux style. Certes, il y a peut-être des choses, voilà. Mais l'avionique, elle est moderne. Maintenant, tu peux avoir des avions qui restent vieux structurellement. Ce sont ces avions de 4e génération que tu ne peux pas moderniser ad vitam aeternam. Voilà pourquoi les avions actuels, les 4 comme le Rafale, surtout le Rafale d'ailleurs, hein, c'est le premier à avoir l'idée. C'est on fait un avion, mais on peut le faire évoluer pendant 60 ans. Donc on prévoit des plug and play, on prévoit des choses. Ce qui fait que le Rafale, même s'il est apparu premier vol en 86, aujourd'hui, il n'y a pas plus moderne. Parce qu'on le fait évoluer. C'est le standard 4 qui arrive. Donc pareil, tu vas dire, ouais, le Rafale, il est vieux, il date de 86. Non, non, là, c'est les standards 4. Il y a les standards 5 qui arrivent. C'est le tout dernier cri parce qu'on a créé. Tu as des avions qui, malheureusement, leurs cellules, leur conception ne permet pas de transformer, de moderniser ça. Voilà. C'est à mi-chemin entre ce que faisaient les Américains, c'est-à-dire ils font un avion pour tout, et ce que faisaient les Russes, une famille d'avions. Un avion que tu fais dériver. Voilà. La technique française, c'est la technique au milieu. C'est on a un avion unique pour réduire les coûts et on le fait évoluer, on peut le faire moderniser. Donc, on anticipe déjà les futures modernisations. Ce que ne peut pas faire le Gripen structurellement. Revenons à nos moutons. Donc pour apprécier si un matériel est neuf et vieux, il faut voir tout un tas de choses, mais pas la date de sortie. Quand tu modernises ou tu mets en maintenance des bateaux, tout un tas de choses, tu les remets à neuf. Voilà, c'était la petite parenthèse. Les Ukrainiens se rendent par milliers, tu nous sors que la Russie va perdre cette guerre, la blague. Ouais, mais la blague, c'est surtout ton poste, quoi. Tu arrives, tu nous balances un truc que tu as dû lire sur un site. J'en suis peut-être à mon 50e site depuis 3 jours. Et tu arrives et tu balances ça comme ça, de manière prétentieuse, parce que tu as envie que la Russie, ou ton papa Poutine gagne. Voilà. Quand tu nous donneras des éléments factuels sur lesquels t'appuyer, on te prendra au sérieux, l'ami. D'accord? Encore un pro-russe, tu sais, qui bosse bénévolement. François de Grossouvre, il passe. Non, il est mort. Les Russes, les Ukrainiens se rendent par milliers. Mais t'imagines, mec, ça fait depuis le début du mois que je bosse toutes les nuits sur le truc. Je lis des centaines de sites. Toi, tu arrives avec ta grande gueule, tu as lu un site, je sais pas où, tu n'es même pas capable de comprendre 20% de ce qu'on te raconte sur le site, et tu ramènes ta grande gueule. Eh ben, moi, je sais, ils se rendent par milliers. Tu fais partie de ces gens qui vont encore nous dire que la Russie gagne la guerre. Ah, excuse-moi, soit tu es complètement con, hein, je vais te parler comme ça parce que tu as l'air con. Soit il faut à un moment donné te mettre à niveau, quoi. Hein. La Russie est en train de gagner la guerre. Je te rappelle qu'une guerre, on la gagne
en fonction des objectifs annoncés au départ. Quel est l'objectif atteint par la Russie? Voilà, fin du débat. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi aujourd'hui. C'est le lundi de Pâques. Je ne vais pas dire trop de gros mots. Voilà. Mais franchement, ça me fait rigoler. Et essaye de comprendre pourquoi je te réponds comme ça. Voilà, tu arrives, oui, oui, oui. Alors, reste pas. Va écouter Thierry Messant ou va écouter, voilà, et il va te conforter dans ce que tu dis. Tout le monde a vu que les mecs, ils avaient une armée à poil. Les Ukrainiens, ils se rendent par milliers. Les Ukrainiens, ils se dirigent par dizaines de milliers vers les centres de recrutement. Ils sont obligés d'en refuser des gens. Ils refusent des pères de famille hautes et l'autre, il me dit, ils se rendent par milliers. Enfin, si au moins tu faisais ça pour l'argent, ça serait compréhensible. Mais tu ne fais pas ça pour l'argent, tu fais ça par pure conviction. Tu as lu un truc, ça y est, tu as la vérité. Je pense que ça va se terminer en hors taxe. On va revenir à des questions un peu plus intéressantes, hein. Je pense que ça va se terminer simplement. Ils vont être bloqués, ça va s'enliser. Et à un moment donné, ils vont commencer à négocier. Et au moment des négociations, je pense que c'est Poutine qui se fera assassiner. Et les Russes déclareront la guerre, les Chinois déclareront la guerre. Et on ne sera pas loin de 2024-2025. Et on aura à ce moment-là cette guerre entre l'OTAN et la Russie qui s'arrêtera en Allemagne avec une défaite russe. Et on aura l'apparition d'un type exceptionnel qui sera pour les uns l'antéchrist, pour les autres le grand monarque, pour les autres le sauveur de l'Europe. Voilà. Donc prophétie, apocalypse de Jean, Irlmayer. Encore une fois, je me répète, hein, voilà. Mais là, on est parti pour une guerre qui, petit à petit, deviendra une guerre entre l'OTAN et la Russie. Quant à là, le Donbass, je ne les vois pas gagner, moi, les Russes. Je ne les vois pas avancer. Ou alors, ils ramènent des troupes. S'ils ramènent des troupes, ils avanceront. Là, ils n'avancent pas. Hier, j'ai mis la carte, une carte que j'ai prise sur je ne sais plus quel site. Un site sympa parce qu'il te donne des cartes avec les dénominations des unités russes et ukrainiennes. Donc, tu sais plus ou moins qui est qui et où sont les fortifications. Et ça permet, avec une carte, de voir que c'est le front principal, là, la petite table, là, au Donbass, tu sais, la petite ligne, là, tout est fortifié. Donc, ils vont avancer comment? Ils peuvent bombarder tant qu'ils veulent, hein. Quand tu es fortifié, tu es enterré. Si l'obus ou le missile ne tombe pas pile dans ton trou, tu crains rien. Voilà, c'est pour ça dans les films de guerre où tu les vois les mecs qui s'enterrent. C'est parce que si l'obus il tape à 10 mètres et que tu es à côté, tu vas prendre l'effet de souffle. Voilà. L'effet de souffle qui fait que ça va te déchirer les boyaux, ça va te déchiqueter, tu peux prendre les éclats aussi. Donc les gens s'enterrent. L'effet de souffle, tu t'en fous. Voilà pourquoi ils s'enterraient pendant la Première Guerre mondiale. Voilà pourquoi c'est pas la seule raison, les tranchées. Il fallait rester. Mais voilà pourquoi tu t'enterres en temps de guerre. Voilà pourquoi tu as une pelle. Non, t'as rien raté, Patrick. Alors, je vous lis, hein, Captain Atlas. Hop, 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 hein. Bah, les buts de guerre, ils sont là. Tu regardes les buts de guerre, hein, c'est facile à trouver. Tu regardes ce qui a été accompli. Et si les gens me disent qu'il a gagné la guerre, alors que même les Russes te disent, putain, même les Russes te disent qu'ils s'enlisent, qu'ils ont des problèmes, ils limogent des gens, ils enferment des gens, et tu as des types qui sont là, qui sont en France, qui te lisent 3-4 sites, et ça y est, ils ont décidé eux que c'est comme ça, ils sont devenus experts militaires. Je rappelle que moi, je ne suis pas improvisé expert militaire, je suis ancien militaire, parce qu'il faut aussi rappeler les choses aux gens, puisque les gens en sont à regarder tes dents et ta tête, hein. On voit le niveau un petit peu en France en ce moment. Tu regardes la tête du gars et tu l'attaques. Mais j'ai quelques compétences en la matière. Ce qui me sidère, c'est que des types qui ne distingueraient même pas un fusil d'un pistolet mitrailleur viennent là te balancer des trucs comme ça. Ils ont décidé. Vous êtes pire que les gens qui sont sur BFM, hein. Voilà, c'est tout. Les Russes eux-mêmes ne contestent pas qu'ils sont en galère et qu'ils ont une offensive de merde. Ils en sont à limoger des gens, ils enferment des responsables. L'amiral, là, il vient d'être enfermé. Et tu as des types qui aiment dire non, mais il a réussi tous ses buts de guerre. Est-ce qu'il a pris Kiev? Est-ce qu'il a dénazifié le gouvernement? Est-ce qu'il a dénazifié l'Ukraine? Est-ce qu'il a cassé l'armée ukrainienne? Est-ce qu'il a pris le Donbass? Est-ce qu'il a pris Mariupol? Il n'y a rien qui a été fait. Alors, si je m'agace là, c'est parce que tu tombes sur des gens, et c'est la spécialité des complotistes à 2 balles, ceux qui se prennent pour des rebelles parce qu'ils ont une connexion Internet et ces mecs-là ne sont même pas capables de comprendre un putain d'article, qui viennent nous casser les couilles aujourd'hui, là. Sérieux, on ne veut pas de vous.
les complotistes là, de Thierry Messant et des Quanon et tous les gens qui racontent des conneries depuis 50 ans, voilà, des mecs qui ne distinguent pas sa gauche et sa droite et ils viennent te raconter. Voilà, même les Russes ne contestent pas qu'ils sont en galère. Alors arrêtez un petit peu. L'autre qui vient te dire les Ukrainiens, tu y es là-bas? Moi, j'ai des gens qui me téléphonent. Toi, est-ce que tu y es là-bas? Non, bon, bah alors, est-ce que tu regardes les sites que nous regardons? Est-ce que tu vas voir les experts que je me suis tapé là toute la nuit? Là, c'est simple, un gosse de 10 ans, tu lui expliques. Le monsieur voulait faire ceci, 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 cela. Maintenant, à la fin, regarde. Est-ce qu'il les a fait? Non, 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 non. Alors, est-ce qu'il a réussi? Non. Voilà, un gosse de 5 ans capte. Mais là, non. Et après, vous parlez des types lobotomisés devant BFM. Ben, excuse-moi, mais quand je vois des gens qui ne s'intéressent pas à la situation, ils me semblent moins lobotomisés en tout cas que des types qui sont là et qui s'accrochent à de vieilles lanternes, qui sont. Parce que vous avez encore un putain de problème, les quelques-uns à qui je m'adresse là, c'est que vous avez un petit QI, vous ne comprenez pas bien, vous ne faites pas le travail pour vous améliorer et vous arrivez avec votre esprit partisan. Vous êtes les mêmes qu'on retrouve au football, qu'on retrouve partout. Vous choisissez un camp pour taper sur un autre camp. Hein, comme ça vous fait oublier votre vie de merde ou votre état de merde. Elle est là la réalité. Hein, et je ne m'excuse pas pour ma franchise. Donc voilà, donc à un moment donné, on n'a pas de temps à perdre avec des gens qui arrivent. Tu dis n'importe quoi. Mais va apprendre à lire et à écrire déjà. Si tu viens nous parler, demi-humain. Voilà, on va reprendre le cours. T'as rien raté, Patrick. Voilà, juste mon petit agacement à l'encontre de gens qui sont même pas russes. Les Russes, ils te méprisent, mec. Les Russes, ils te méprisent. Ils te chient dessus, les Russes, ils te méprisent, comme ils méprisent une bonne partie d'entre nous. Alors arrêtez aussi de faire les. Je suis ami des Russes. Après, moi, je leur souhaite que du bien, les Russes. Hein. J'ai rien contre eux. C'est un peuple merveilleux. Moi, en tout cas, j'ai aucun souci avec eux. Mais je connais leur état d'esprit. Je veux dire, quand tu as des potes russes, voilà, quand tu as des potes russes, tu as un autre rapport. Alors arrêtez de faire les pro-russes, les gars, parce que les Russes, ils se foutent de votre gueule. Et ils ont raison de se foutre de votre gueule. Voilà. Moi, ce que je trouve lamentable, c'est qu'au lieu d'espérer moins de guerre, tout court, t'as les mecs qui sont là, cachés en France, et ils sont là à appuyer un camp. Moi, j'aimerais que la guerre s'arrête. Ce serait ça, mon vœu. Toi, tu es là, tu n'as jamais combattu, tu n'as jamais tenu une putain d'arme de ta vie, tu n'as jamais su ce qu'était la peur, tu t'es peut-être même jamais battu physiquement, et tu arrives, moi je suis pour, voilà, ben non, voilà, et arrêtez aussi de nous raconter une réalité alternative, parce que là, on n'est pas dans la géopolitique, hein. Ouais, non, non, on est dans le complotisme, on est dans les pensées perverses. Le mec, il veut que le réel, il veut que la réalité, ça soit ce qu'il veut avec son petit cerveau. Donc, il va prendre que tout ce qui l'intéresse, tout ce qui ne l'intéresse pas, il va l'éliminer. Et s'il entend quelqu'un dire quelque chose qui ne lui plaît pas, il va venir l'insulter ou l'autre. Tu peux me donner la composition de la bombe à neutrons Voilà, tu as ça. Et ça fait un mois qu'on a des gens qui arrivent, je ne sais pas où, ils sortent de leur poubelle. Voilà, bon, je me calme. Moi, je vote pour qui? En tout cas, il y a une certitude, c'est que je ne voterai pas pour Macron. Maintenant, est-ce que je vais aller voter? J'en sais rien. Voilà. Maintenant, moi, je te conseille de ne pas voter pour Macron. Donc après, tu fais ce que tu veux. C'est soit tu votes pas, soit tu votes pour Marine Le Pen. Voilà. Tu as deux choix qui me paraissent être des choix sensés, si tu es comme moi. C'est ou tu votes pas, ou tu votes pour Marine Le Pen. Tu votes pour Macron, tu votes anti-France. Voilà. Je sais ce que vous allez me dire certains. Ouais, mais Marine Le Pen, dans son parti, il y a beaucoup de racistes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens très bien. Et puis, il vaut mieux avoir quelques racistes et que ça s'embrouille, ça se calme et qu'elle elle remette de l'ordre un petit peu et montrer votre voix, que aller avec des gens qui vont te donner de l'argent, mais il va te tuer. C'est le diable, Macron. Hein. Voilà, moi je le dis. Hein. Vaut mieux peut-être s'embrouiller avec des types qui sont un peu xénophobes. Et je répète qu'au RN, il n'y a pas que ça. Loin de là, il y a des gens très bien aussi. Vaut mieux s'embrouiller avec d'autres humains que voter pour le fils du diable. Et je le dis sérieusement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je ne te dis pas ce que je compte faire. Est-ce que je vais descendre et aller voter Marine Le Pen ou est-ce que je ne vais pas voter? Je garde ça pour moi. Mais que ce soit l'un ou l'autre des choix, je trouve qu'ils sont logiques. Il faut aussi comprendre que des gens puissent avoir du mal, en tant que, par exemple, maghrébin, à aller voter RN. Hein. Il faut aussi, si vous êtes au RN, il faut aussi comprendre ça. Hein. Voir aussi que chez vous, il n'y a pas que des lumières et tu as dans des régions entières des gens qui pourrissent la vie à d'autres gens qui n'ont pas forcément envie de leur parler.
ou de voter pour leur représentante. Voilà, des deux côtés, il faut comprendre. D'un côté, comprendre que le RN, c'est un rassemblement de gens, il y a de tout. Il y a aussi des gens très bien. Et de l'autre côté, au RN, comprendre que les Maghrébins, tout ça, ça fait 30 ou 40 ans qu'ils entendent des trucs, hein, français de papier, si ça. Ils n'ont pas envie forcément d'aller vers des gens qui, pendant des années, ont dit des choses sur eux. Voilà. J'essaye d'être juste et j'essaye d'être honnête des deux côtés. Faites ce que vous avez à faire. Merci, Patrick. Ah, bah oui, voilà, tu es quelqu'un de ma génération. Solidarność 82, merci, j'avais dit 80. Voilà. Ben, on a un peu l'impression de ça, hein, quand même, hein. On a l'impression que les chars de Brejnev, ils sont à Varsovie, quoi. Et à l'époque, c'était pas super, super, quoi. Tu sentais que c'était pas l'axe du bien, quoi. Hmm. Déjà, à l'époque, tous ceux qui étaient anti-américains étaient pro-russes. Mais bon, moi, j'étais petit, je me disais, bon, voilà, Lech Walesa, Lech Vanessa, l'autre. Moi, j'irai pas, moi, je me bats que si la France est attaquée, et je ne me battrai pas avec les troupes de l'OTAN. Maintenant, si les Russes arrivent, je me bats contre eux. Ils ne rentrent pas. Ils n'ont pas à rentrer. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on ait à faire ça. Le truc, c'est que je ne me bats pas avec les forces de l'OTAN et je me battrai contre les Russes s'ils rentrent en France, parce que parce que les Russes, c'est des Russes. Ils restent en Russie, ils n'ont pas attaqué. Voilà, ou qui se démerdent avec Macron. Mais voilà, on distingue, et je pense qu'on est nombreux comme ça. Donc, si les Russes venaient jusqu'ici, en admettant, hein, moi je ne pense pas qu'ils aient les moyens, il y aurait beaucoup, beaucoup de foyers de résistance. Déjà, tu as les Pyrénées, tu as les Alpes, tu as le Jura, tu as la forêt noire, tu as le Massif central, et puis tu as tout un tas de gens. Voilà, je pense qu'il y aurait quand même de la bonne résistance, et ils se feraient défoncer. Franchement, ils se feraient défoncer, les Russes. Mais ils ne viendront pas jusque-là. Ah, mais écoutez, je vais avoir les félicitations de YouTube. Ah là là là, c'est tout ce que tu as retenu. C'est malheureux quand même que ton chauvinisme, alors que tu n'es pas russe, et ton partisianisme ne te fait retenir que ça de 1h20 d'intervention. Voilà. Arrêtez d'inventer des histoires, c'est tout. Arrêtez d'inventer des histoires qui passent dans votre tête et de nous raconter des conneries, alors que que même les Russes ne revendiquent pas ce que vous revendiquez. Donc non, YouTube ne me félicite pas. Moi, j'essaie d'être honnête et de respecter mon public. Tu vois, je suis pas Thierry Messant ou Alexis Cossette. Je viens pas vous raconter ce que vous voulez. Sinon, j'aurais 10 000 personnes comme toi qui me feraient des dons, qui me suivraient. Et moi, tous les jours, je serai là. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter comme histoire qui leur plaît? Tu vois, donc, je te respecte beaucoup plus que tu ne te respectes toi-même. Voilà. Et tout de suite, BFM, YouTube. Non, YouTube ne me finance pas. YouTube m'emmerde comme tout le monde. Enfin, m'emmerde pas plus que ça, donc comme tout le monde. Et moi, au moins, j'ai l'honnêteté. Voilà. Moi, il y a 50 jours, j'ai annoncé ce qui se passait. Il y a très, très peu de gens qui ont annoncé ce qui se passait il y a 50 jours. Et j'hésiterai pas à le dire encore une fois, puisqu'on m'attaque sur mes prestations. D'accord? Voilà. Alors, tes petits copains, là, Thierry Messin et compagnie, tous vos sites à la con, hein, ils n'ont rien annoncé du tout. Et depuis des années, ils racontent des conneries. C'est pour ça que je leur en veux et je les cite de plus en plus et systématiquement, même d'ailleurs. Voilà. Ils nous ont intoxiqués. Alors, BFM, s'il te plaît, BFM, ça s'appelle Réseau Voltaire aussi. Ça s'appelle Thierry Messant, ça s'appelle tous ces gens qui, eux, savent vous parler parce qu'ils vivent de vous. Moi, je ne vis pas de toi. Et moi, mais je te respecte beaucoup plus. Voilà. C'est pas vrai. Allez voir un psychiatre. Je veux pas que la Russie perde parce que je suis amoureux de la Russie. Alors, non. Et j'insulte. Je suis prêt à insulter le type. Voilà. Ça s'appelle de la dissonance cognitive. C'est toi qui as un problème avec le réel, c'est pas moi, hein. Ah, quand tu as ton armée russe, toi, tu as découvert la Russie avec Internet. Moi, l'armée russe, elle me faisait rigoler déjà quand j'étais petit. Voilà, parce que quand j'étais petit, je voyais l'armement russe dans les pays arabes et je voyais ce que c'était. Et je voyais très bien que l'armement occidental était supérieur. Et je voyais parfaitement que la Russie, voilà, moi, je l'ai vécu, ça. Moi, dans les années 80, voilà, en 80, j'avais 10 ans. Moi, la géopolitique, on la vivait à la télé à ce moment-là. Les tensions. Le mur de Berlin, j'étais à 300 km du mur. J'étais en Allemagne, j'étais militaire à l'époque, donc ne venez pas encore une fois. Voilà, tu vas chez Cossette, tu lui fais un don, il va te raconter ce qui te plaira, et puis tout le monde sera content. Les Chinois à Paris. Voilà, bah écoutez,
Merci Gabriel, hein. Non, mais je réponds, en plus je réponds gentiment aux gens. Mais j'ai le droit d'être agacé par des gens qui viennent me. Voilà. Donc si on dit pas comme toi, on est félicité par YouTube. Mais t'imagines la pauvreté de ta pensée, en fait, et le côté partisan de la chose. Il faut dire comme toi. Est-ce que tu es expert en quelque chose? Est-ce que tu travailles? Pour être expert, c'est simple, il ne faut pas s'autoproclamer expert. C'est travailler, hein. Les gens qui sont sur YouTube, qui ont des petites chaînes, et je sais pas, je prends l'exemple de Taku, par exemple, qui travaille beaucoup, c'est un expert, parce qu'il travaille beaucoup. C'est ça, hein. C'est pas je suis expert ou je suis sorti de telle école. Est-ce que tu es expert de la chose? Moi, j'en suis à des centaines d'heures sur le sujet en tant qu'ancien militaire, un sujet que je connais très bien. Là, je suis assez à l'aise quand même sur le sujet, un sujet que je connais sur plein de plans, en tout cas, enfin pour différentes raisons. Donc, je peux me permettre d'ouvrir ma grande gueule. Et puis, les faits me donnent raison. Toi, non. L'autre, il me dit qu'il y a. Tu sais, puis il te sort des histoires comme ça, tu sais. Il a entendu un truc quelque part, ouais, les Ukrainiens, ils sont en train de se rendre. Où, quand, quoi, comment? Peut-être dans l'équipe, ouais. Peut-être que le match s'est arrêté et puis que Ukraine-Pologne est fini. Mais allez, je vais arrêter de m'agacer pour rien. Cosmodrome, lui, il voudrait qu'on se mette tout nu devant la caméra. Et si le plan, c'était de faire croire réellement que les Russes voulaient l'Ukraine pour finalement. Donc, en fait, ils sont allés. Alors, attends. Si le plan, c'était de faire croire réellement que les Russes voulaient l'Ukraine pour finalement prendre que l'Est depuis le départ, eh ben, à ce moment-là, tu ne mets pas la moitié de ton armée au-dessus de Kiev. Tu ne perds pas des milliers d'hommes dans la zone, parce que c'est là où ils ont le plus perdu. Et tu mets le double ou le triple d'hommes avec des régiments, enfin des groupes de combat adaptés et préparés au combat, et tu mets le paquet. C'est tout ce qu'il n'a pas fait. Oui, on aurait pu le croire, mais non. Si Kiev avait été un leurre, mais si Kiev est un leurre, alors que les meilleures armées ukrainiennes sont au Donbass, pourquoi tu mets la moitié de ton armée sur Kiev? Non, Kiev, ils n'ont pas pu rentrer, ils ont tenté une opération, ça a foiré, ils n'ont pas pu tenir, ils ne peuvent pas tenir leur position, ils ont dû partir. Point. Eux le reconnaissent, ils se redéploient. Et après, ils ne vont pas te dire on s'est fait bananer. Voilà, mais soumis, ils n'ont pas pu avancer, Kharkiv, ils n'ont pas pu avancer. S'ils avaient voulu faire des fronts, des fronts de fixation pour leurrer tout le monde et prendre au Donbass, mais ils auraient mis le paquet dans le Donbass et ils auraient ouvert un faux front à Kiev qu'ils auraient tenu 2, 3 semaines, le temps d'eux. Ils auraient ouvert un front de l'autre côté en rentrant vers Lviv, mais ils auraient ouvert des petits fronts à droite à gauche. Ils ont mis la moitié de leur armée pour prendre Kiev, ce qu'ils pensaient prendre Kiev en quelques jours, en prenant Ostomel. Voilà pour te répondre, hein. Si le plan il était de feinter, ben, ils ne le font pas. Là, c'est pareil. Là, tout ce qu'ils ont mis là-haut, attends, pareil, hein, ce qu'ils ont mis là-haut, c'est la 35e armée notamment, elle est redescendue en haillons. Non, non, ils ont pas, c'est pas une fausse attaque, c'est pas une feinte, c'est pas Poutine qui fait exprès de perdre la guerre pour pouvoir la gagner, c'est juste une raclée. Ils sont en train de s'auto-racler, c'est même pas les Ukrainiens. Voilà, ils combattent l'OTAN, ils y sont allés comme de la merde et c'est une armée soviétique comme d'habitude. Voilà, comme ont toujours fait les soviétiques, que ce soit contre Napoléon, contre les Allemands, voilà, ils mettent l'OTAN et quand ils mettent le paquet et ils ont 27 millions de morts, ils gagnent. Mais toujours avec du matos de merde par rapport à ce qui est en face. Pratiquement. Ne me citez pas les T-34, s'il vous plaît. Et le pire, c'est que moi, si je devais choisir un gagnant là, j'aurais aimé que l'opération réussisse. C'est pour ça que je m'agace quand je vois des gens me parler de YouTube ou de BFM ou de machin. Ils savent même pas ce que je pense. C'est juste que là, aujourd'hui, on n'est pas là. Moi, j'ai pas 5 ans, je suis pas là à dire, hey, je veux que Poutine, mon papa, je veux qu'il gagne. Ou je veux que l'autre il gagne. Moi, voilà, ça s'appelle l'indépendance d'esprit. Je veux pas m'affilier. Mais ce qui est terrible, c'est que tu te fais insulter par des gens qui font bien rigoler sur beaucoup de plans. Et enfin, là, vous ne m'avez pas insulté, mais alors qu'à la base, moi, j'aurais aimé que l'opération réussisse, hein, parce qu'à la base, moi, je n'aime pas l'OTAN et je n'aime pas ce que devient l'Europe à cause de l'OTAN. Donc voilà aussi pourquoi ça m'agace. Les mecs, ils sont là, mais on n'est pas là pour dire ce qu'on aimerait. On est là pour constater, voir, comprendre, expliquer.
Ah, ça m'amuse pas de voir des Russes morts ou des Ukrainiens morts, ça n'amuse personne, hein. La guerre, voilà. J'aurais aimé que l'opération réussisse rapidement, qu'il n'y ait pas de mort civile. Et là, aujourd'hui, hein, qu'on me dise pas, tu te contredis. Si tu me demandes, j'aimerais que la guerre s'arrête. Parce que c'est dégueulasse, la guerre. Une fuego, c'est pas mal, ouais. J'ai toujours détesté les fuego. Bon, voilà, les amis, écoutez, merci à tous ceux qui étaient là, même ceux qui sont venus un peu me titiller, hein, ne le prenez pas mal aussi. Voilà. Mais si vous voulez qu'on discute, on peut discuter. Si vous voulez même monter, on peut monter. Mais il faut être sérieux, quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes et tous, encore une fois, pour ce petit live qui je voulais être une revue de presse, mais comme on a peu de, que- on a peu d'éléments. Non, Saint-Claude, lui, il a bloqué sur les commandants musulmans. Alors, moi, j'ai envie de dire, hein, ça me revient à Saint-Claude, que ceux qui ont fait, les seuls qui ont véritablement assuré, c'est justement les musulmans tchétchènes à Mariupol. Hein. Parce que le nettoyage qu'ils t'ont fait là, ils te l'ont bien fait. Parce qu'en face, il y a le bataillon Azov et il y a les meilleures troupes ukrainiennes. Je peux te dire qu'elles savent se battre. Donc voilà, donc dites à Saint-Claude que ceux qui ont le plus réussi, ceux qui ont fait le boulot le plus difficile, c'est justement les Tchétchènes musulmans qui, eux, ont nettoyé une ville, comme Mariupol, ce que n'a pas pu faire le reste de l'armée russe à Kharkiv ou à Soumy ou ailleurs. Ils ont du mal à tenir Kherson. Voilà, donc l'autre, il vient de parler des musulmans alors que c'est une guerre entre Slaves. C'est super marrant. C'est super marrant. Putain, oui, il y en avait des messages. Voilà. Donc, salut Fabien. Donc, les amis, merci à vous tous. Même ceux qui sont intervenus et qui m'ont un peu agacé, il n'y a pas de souci, on discute. C'est aussi ça, Los Locos. Pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo qui a été posée sur ce qui risque de se passer au Donbass. Elle a été posée sur Patreon. Je rappelle, Patreon, vous pouvez vous inscrire, ça soutient la chaîne à partir d'1 € par mois. Je conseille 3 à 5 euros, mais vous faites ce que vous voulez. Ceux qui veulent y aller, vous y allez. Le live d'aujourd'hui, il sera sur Patreon sans publicité. Je mets désormais tous les lives sans pub sur Patreon. Par contre, il reste sur la chaîne aussi avec pub. Donc vous choisissez, moi je force personne. Mais pour ceux qui écoutent des lives sur téléphone, qui en ont marre de la pub, qui n'ont pas pu installer un truc, qui leur évite la pub, vous avez encore cette possibilité qui n'est qu'une possibilité. Merci à vous tous. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Non, on essaiera de faire monter des gens. Voilà, dans quelques jours. Ça permettra aussi de corroborer un petit peu la version des missiles Neptune sur le Moscova, ou peut-être qu'on va encore trouver autre chose. Moi, si j'ai un avis à donner, c'est je pense qu'il a été touché par 2 missiles Neptune. Maintenant, je ne mettrai pas ma main au feu non plus. Mais je pense qu'il a été touché. L'histoire ukrainienne, la version ukrainienne est crédible. Alors que à plusieurs reprises, ils nous ont balancé les versions qui ne l'étaient pas. Tu sais, le fantôme de Kiev, tout ça, c'est de la merde. C'est du pipeau. Les Ukrainiens savent bien faire là, en fake. Hein. Il y a eu aussi des fakes. Il y en a un qui est très connu. Tu vois une rue prise en contre-plongée, il me semble, avec toute une colonne de chars, de véhicules blindés détruits et tout. Mais quand tu regardes, c'est des vieux véhicules rouillés. Et puis, c'est un fake. Ils n'ont jamais bousillé une colonne là. Ils récupèrent des carcasses, ils te les mettent quelque part, ils appellent les journalistes, ils font des photos et c'est nettoyé. Et ils te font croire qu'eux, ils ont tapé une colonne. Tout ça, on en a conscience, ces fakes-là. Mais il y a des chiffres qui reviennent, il y a des estimations, il y a des choses qui, encore une fois, voilà, nous font dire malheureusement ou heureusement, ce que tu veux, que la guerre est loin d'être gagnée pour la Russie et que si ça continue, s'il reste dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire avec 150 000 hommes et avec des gens aussi puissants que Bénil et les Charlots, je ne pense pas qu'ils puissent prendre quoi que ce soit d'autre là. Hein. Peut-être un petit peu encore du Donbass et ça s'arrêtera là. Mais il va falloir le prendre, c'est hyper fortifié et les meilleurs éléments ukrainiens sont là-bas. La bise à toutes et à tous et je vous dis à probablement mercredi ou jeudi. Ciao.